Ouais. J'ai vu que tu as passé 70 audiences, c'est ça? Ouais, 70 audiences, ouais, ça a commencé en décembre Ah, 2018. Ouais. Bah, ça a commencé en fait à peu près au niveau des gilets jaunes quoi. J'ai été libéré en décembre 2019 après 16 mois de prison et donc les conditions c'était de pointer 2 fois par semaine au commissariat, de travailler à Hambourg et d'avoir une adresse de domiciliation et de ne rien faire, de pas faire de choses illégales. Ça c'était si je peux faire des choses illégales. Après c'est bon, après je peux peut-être faire des non. Non mais c'était au cas où si je fais quelque chose d'illégal, je dois retourner en prison quoi. Et finalement le pointage au commissariat il a été enlevé. Donc ça c'est plutôt cool. Mais là, je dois toujours travailler et assister aux audiences. Et donc après, une audience par semaine. Enfin, en gros, je peux pas me déplacer en France parce que faut que je revienne tout de suite et puis ça coûte cher en fait. Et avec le travail et puis les pointages, enfin, c'était juste pas possible quoi. Et après le coronavirus, ça c'était encore pire. Je pouvais plus partir revoir mes parents avec la frontière. Donc en fait, pour moi, c'est un peu comme si j'étais toujours en prison. Parce que en prison, le plus dur, c'est d'être séparé de son milieu où tu vis, du milieu où tu vis, et des gens que tu connais, de tes proches, tout ça. Et en fait, bah moi, j'ai été libéré, mais en fait, je suis obligé de rester dans un endroit que je connais pas et loin de mes parents, loin de ma famille. Et pour moi, c'est, enfin, j'ai l'impression d'être toujours enfermé en fait. J'ai pas l'impression de vivre et j'ai aucune motivation à apprendre la langue allemande. Genre, on m'a juste gueulé dessus tout le temps en prison avec des gardiens qui me parlaient mal constamment. Enfin, il y a aucune, j'ai aucune motivation même à apprendre la langue allemande en fait, encore maintenant. Et je suis complètement déprimé aussi parce qu'en fait, tous les gens que je connais maintenant ici, souvent, bah, c'était des gens qui, au bout d'un moment, ils vont en venir au sujet du procès parce que soit les gens me disent ah bah tiens pourquoi t'es sur Hambourg, alors soit je me raconte, je m'invente une vie, mais j'ai du mal à mentir donc ça va pas le faire. Ce qui fait que obligatoirement même les gens après ils me regardent différemment, ils font ah c'est toi qui es en procès et il y a un espèce d'intérêt un peu et je sais plus comment être en fait et je fais plus partie des gens normaux, enfin des gens normaux, des gens un peu comme tout le monde et je me sens automatiquement du coup éjecté et puis en plus je peux pas parler français donc je parle anglais un peu pour essayer de comprendre des choses et le regard que les gens portent sur moi ça me plaît pas en fait, c'est une nouvelle identité que j'ai avec ce procès et c'est ma nouvelle vie en fait, c'est complètement dingue, j'ai l'impression de plus avoir de vie à part ça et en plus ça dure tellement longtemps et enfin c'est complètement ahurissant quoi. Ah non, mais c'est hallucinant. Enfin, ton histoire est vraiment hallucinante. Mhm. Et par un autre révolté, j'aurais pas vu ça. Enfin, je veux dire, j'en aurais pas entendu parler. Pourtant, je suis dans le militantisme depuis un moment. Mhm. Euh, et c'est vrai que c'est passons pas d'image. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, Et puis c'est souvent aussi le truc de la répression, c'est que dans les milieux, enfin je pense que ça a un peu peut-être changé avec les gilets jaunes, je sais pas vraiment, il y a peut-être quand même des gens qui s'organisent pour en parler, mais en fait souvent c'est quand t'es dans les trucs de la répression, en fait, on oublie un peu ce qui s'est passé par le passé, et on continue à avancer vers des nouvelles manifs à chaque fois, des nouvelles choses. Et je pense que c'est très important de continuer à soutenir, et d'autant plus s'il y a des postures, enfin comme ce que j'ai essayé de faire, un peu offensives, en fait, d'affirmer quelque chose, d'affirmer un discours politique, de revendiquer les choses, revendiquer les actes aussi. Pour moi, c'est très important de le faire pour leur montrer en fait que c'est pas comme ça qu'on brise quelque chose et que s'il y a eu ces manifestations, c'est pour des raisons en fait et que le G20 bien en sûr. plus c'est vraiment le regroupement de tous les États les plus riches. Enfin, c'est tous les trafiquants d'armes. C'est enfin c'est juste Ah, c'est tous les ordures que tu peux retrouver c'est tous sur les Terre. ordures, ouais, c'est ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que le procureur, il avait dit il y a pas longtemps là, bah, quand il a fait son, quand il demandait les peines, du coup il a dit vous devez vous rendre compte que ce ne sont pas des Poutine, les Trump ou les Macron qui ont été visés, mais c'est des propriétés privées, des choses qui ont été détruites, tout ça, machin. Donc en fait, moi je trouve ça assez intéressant, c'est qu'il faisait, quand même, il disait dans un sens que c'est bien si on peut aller vers, viser un petit peu les Poutine, les Trump, machin. Donc la prochaine fois en manif, faut prendre ce procureur, il va donner l'ordre à tous les policiers de partir, et on pourra aller directement Vraiment les. sur Trump et tout ça, quoi. Et ça, c'était assez drôle. Et puis pareil, ouais, il disait aussi, il a dit, alors déjà moi, faut bien savoir que je suis pas accusé d'avoir brûlé de voiture ou quoi que ce soit, hein. Mais en gros, lui, il a dit que voilà, les voitures qui ont été attaquées, c'est pas des voitures, c'est pas que des voitures de riches, c'est pas que des SUV, machin, c'est aussi des petites voitures. Donc pareil, là aussi, il a fait une distinction entre une voiture de pauvre et une voiture de riche. Donc ça veut bien dire dans un sens que pour lui ou dans un esprit peut-être populaire, des gens, ils comprennent Il y a un plus petit de peu qu'il peut y possibilités avoir. en Porsche qu'une Twingo, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était assez drôle comment il faisait des comparaisons un petit peu. Mais bon, tout ça, c'est aussi pour vraiment dépolitiser, en fait, pour dire que non, en fait, c'est rien, il voulait juste casser, il y a rien. Mais en fait, enfin, et d'ailleurs, juste un petit point aussi, c'est que donc moi j'ai été sous mandat d'arrêt européen, c'était en avril, non, en mai 2018. Donc c'est au moment où il y avait les expulsions sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Et donc là, mais ils étaient venus chez mes parents, mais moi j'étais pas là. Et au même moment, ils étaient aussi allés en Suisse pour arrêter 2 personnes. Et ils devaient être transférés en Allemagne aussi, mandat d'arrêt européen. Mais la Suisse, elle est pas tout à fait dans le truc de l'Europe, quoi. Et du coup, en fait, ils ont regardé, les autorités suisses, ils ont regardé un petit peu les accusations là, par rapport aux personnes qui voulaient prendre l'Allemagne.
Et ils ont dit: «Ah mais non, bon là on comprend pas très bien, c'est un peu, chelou, vous vous accusez de plein de choses, qui sont passées dans une manifestation, c'est pas clair, on va pas vous les donner, quoi». Donc actuellement, il y a des gens en fait, qui sont sous mandat d'arrêt européen, mais qui ne sont pas transférés de la Suisse vers, l'Allemagne. Et si ces gens-là, ils quittent la Suisse, ils se font direct arrêter, qui quittent dans toutes les directions, quoi. Je veux dire l'Italie, la France, machin, eux ils sont foutus, quoi. Et donc c'est assez marrant, ce qui fait que par exemple si je serais suisse, j'aurais pas connu tout ce qui m'arrive actuellement. Ça c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que, enfin il y a vraiment aussi cette espèce de soumission de tous les États autour de l'Union européenne. Enfin ça c'est je veux dire, il y a un peu un truc où tout le monde suit, on s'en fout, on pose pas de questions et là il y a un regard critique de la Suisse qui est quand même assez intéressant à soulever. Parce que cette question, en fait, de vouloir réprimer, de l'ensemble des dégâts dans une manifestation, donc en gros de t'accuser de choses que tu n'as pas personnellement faites, c'est quand même une étape. Je crois que c'était aussi un petit peu dans les thèmes au niveau des gilets jaunes à un moment donné avec la loi anti-casseurs. Mais ça, c'est un truc qu'il faut absolument dénoncer parce qu'en fait, comment tu peux être en tant qu'individu responsable des actes d'une autre personne que d'autant plus tu ne connais pas parce que c'est une manifestation. Donc à la limite, si on parle, parce qu'il faisait toujours la comparaison au procureur, il disait oui, mais attendez, dans les groupes organisés de cambriolage, machin. Ouais, mais attends, dans un cambriolage organisé, les gens se connaissent, ils planifient le truc, c'est pas la même chose, quoi. Et donc à chaque fois, il joue sur des images et des comparaisons. Et oui, un tout petit point, je voudrais juste dire que les comparaisons sont particulièrement dangereuses. C'est-à-dire quand on veut dire quelque chose, alors c'est mon opinion, hein, mais quand on veut dire quelque chose et qu'on utilise une image pour l'expliquer parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre, pour moi, on utilise un autre. On veut dire autre chose, ça a plus de sens parce qu'on est plus connecté à ce qu'on veut dire. Et ça m'a surtout tilté quand j'avais regardé une vidéo documentaire sur le Ku Klux Klan. Et il y avait un espèce de pasteur de ce mouvement-là qui avait dit, vous savez, les Noirs c'est comme les souris, vous allez les chasser dans votre maison, mais c'est pas pour autant que vous allez les chasser partout dans la forêt. Bah c'est pareil, on veut les chasser des États-Unis, c'est pas pour autant qu'on va les chasser en Afrique. En fait, si tu suis son image, tu te dis bah les souris, bah ouais il a raison. Enfin des fois t'as des souris dans ta maison, tu vas les chasser, mais tu vas pas les chasser partout dans la forêt. Et pour autant je suis pas d'accord avec lui sur ce qu'il dit par rapport aux Noirs, quoi. Enfin ça n'a aucun rapport de comparer les deux. Et souvent, on utilise des images pour exprimer quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, une idée qu'on n'arrive pas à développer. Et je pense que c'est important souvent d'être très concret dans les idées qu'on veut dire, et pas forcément utiliser trop d'images, parce qu'on se perd et on perd un peu l'esprit. Alors ça peut être utilisé de bonne manière, hein, on peut utiliser des bonnes images, mais là c'était une mauvaise image qui était utilisée pour quelque chose de négatif par rapport au racisme. Enfin bref, une petite parenthèse. Non, mais je te suis, tu sais. Mais je peux partir loin, hein, parce que faut des fois un peu me recadrer, n'hésite pas. Non, 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 il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. Ce que je te propose, c'est commencer à te poser des questions, on va dire. Mhm. Tu m'as expliqué quand même pas mal de choses. Mais du coup, donc nous, en tant que Média Jaune de Lorraine, donc on a appris, on va dire, ton histoire, et on aimerait bien que tu te présentes. Ok. Quel âge tu as, où tu habites, etc., en fait. Ok, bah là j'ai 24 ans. Du coup, bah, je suis né à Nancy. Et j'habite pas pour le moment à Hambourg, mais à la base j'habite à Nancy. Bon, pas vraiment parce que j'ai beaucoup bougé un peu sur les différentes ZAD aussi. Enfin, je fais pas mal de lieux d'occupation et de lieux de vie alternatifs. Et d'ailleurs, enfin, c'est vraiment intéressant de pouvoir expérimenter ces lieux de vie où il n'y a pas forcément de police dans les ZAD. Enfin, c'était à l'époque, maintenant il n'y en a plus. Ça montre qu'on peut vraiment arriver à régler les conflits, à faire les choses différemment sans police. C'est des alternatives, quoi. C'est un peu ce qu'on voit aussi aux États-Unis maintenant, ce qui est en train d'essayer d'être utilisé. Et c'est possible en fait d'y arriver. Alors sûr qu'il y a beaucoup d'autres problèmes aussi, faut pas non plus dire que c'est tout beau, tout rose, mais en tout cas c'est une étape qui est intéressante. Et sinon, ben ouais, j'ai grandi à Nancy, j'ai fait des études de droit, j'ai commencé en première année, et en fait je me suis fait arrêter par la DGSI. Alors DGSI c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc ça remonte en 2015. Ces attaques, il faut vraiment les relativiser. Elles ne sont pas si incroyables que ça. Souvent on affiche, attention, pirate informatique. Non, c'est pas du piratage. C'est une action de contestation comparable en DDoS à une manifestation, un blocus dans une université. Voilà. Le centre de stockage qui est prévu, ça coûtera 40 milliards d'euros. C'est des 250 km de galeries souterraines à 500 mètres sous terre. C'est un projet titanesque, pharaonique, dantesque, qui mérite un débat, digne de son. Et je comprends cette volonté des militants d'utiliser un outil informatique qui est à leur disposition pour donner une visibilité à cette cause qui est malheureusement pas assez visible. Et c'est mon premier gros procès, quoi, première arrestation. J'étais jamais allé sur un milieu militant, j'étais juste derrière mon ordi, je faisais des vidéos et j'écrivais des textes. En fait, je suis même pas un hacker, quoi. J'écrivais juste des vidéos et je faisais des textes. Mais bon, du coup, j'étais un peu, enfin, au fur et à mesure, ils ont vu que des fois, je rentrais en contact avec des gens, sur mon ordi, il y avait des traces, machin, qui faisaient des actions. Et c'était une opération contre les grands projets inutiles et imposés.
parce que j'avais découvert qu'il y avait Bure qui était pas loin de chez moi, que j'avais pas entendu parler. Et au début, ce qui m'avait beaucoup indigné, donc j'étais pas du tout politisé, hein, c'était vraiment le truc du référendum. C'est-à-dire, j'ai dit, ah ouais, c'est dingue, en fait, il y a 50 000 personnes qui ont signé une pétition à la main, ça fait 20 ans qu'ils luttent. Moi, j'en ai jamais entendu parler et ils se font toujours ignorer. Donc, cette pétition elle a été ignorée aussi, mais on me dit qu'on est dans une démocratie, donc on devrait peut-être quand même prendre le temps de les écouter et tout. Et donc, ça m'a motivé à faire les actions là. Et par exemple, dans les revendications des attaques, c'était de dire on arrête les attaques si vous faites le référendum. C'était un petit peu le truc, quoi, le deal en fait. Mais bon, eux, ils ont envoyé la méga grosse répression avec la DGSI et l'élite de la police française, quoi. Et du coup, ça, c'était à 6h du matin, 7 agents qui arrivent, qui débarquent. Enfin, c'était vraiment horrible. Et ce qui est d'ailleurs assez intéressant, bon, c'est une petite parenthèse, mais j'avais rêvé 2 semaines avant. C'est un petit peu dingue, hein. J'avais rêvé 2 semaines avant qu'ils venaient. Et du coup, j'avais racheté un ordinateur et j'avais jeté l'ancien. Et du coup, ils m'ont demandé, mais il est où l'ordinateur? Je fais, bah en fait, j'ai rêvé que vous veniez. Et là, ils se sont regardés en mode quoi? Il y a une info qui a fuité, là, ils se foutent de notre gueule. C'était le seul moment un peu de victoire que j'avais sur eux. Et après, j'ai pas pris d'avocat parce que je me suis dit, je suis assez fort, j'ai pas besoin d'avocat et puis je veux me défendre tout seul. Mais c'était horrible, faut toujours prendre un avocat parce qu'en fait, ils se sont permis de faire des trucs de dingue. Et genre, ils ont montré un peu une vidéo comme ça, un rush d'un montage vidéo que j'avais fait. On voyait mon meilleur ami sur la photo. Et du coup, en plus, sur le coup, moi je savais pas que c'était un rush de montage qu'ils ont récupéré sur un disque dur externe, ou si c'était sur la webcam de mon ordi, quoi. Pour moi, c'était ah, ils l'ont pris depuis ma webcam, quoi. Je me attendez, mais là, la photo que vous montrez là, elle s'est prise depuis ma webcam, parce que moi je fais toujours les vidéos de face, et là, c'est un peu de profil. Et je fais, vous avez pas le droit de faire ça, c'est une atteinte à la vie privée. Et là, ils me font, oh, tu sais, nous on a des gestions, on peut faire ce qu'on veut. Et, et là, après, ils disent, et t'inquiète pas, c'est pas pour te voir nu sous ton duvet. Et il y a le collègue qui parle jamais et qui est en train de rigoler, quoi. Et ça m'a démoli parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui tombent là-dedans, enfin bref, la pornographie, quoi. Et en fait, pour moi, quand il a dit sous le duvet, nu sous le duvet, donc avec le duvet au-dessus, enfin, c'est clairement la situation. Donc moi, ça m'a démoli complètement, j'étais démoli à ce moment-là. Et donc là, il enchaîne, quoi. Il fait bon, bah alors, maintenant, on va faire un truc. Tu nous donnes des informations sur qu'on veut savoir, ou alors on va faire chier ton pote. Parce qu'avec cette photo-là, qui apparaît sur la vidéo que tu avais faite. C'est une vidéo qui avait été retrouvée sur le Conseil général du Tarn par rapport à la mort de Rémi Fraisse. Un groupe se revendiquant des Anonymous et qui se dit solidaire des opposants au barrage de Sivens a piraté la nuit dernière plusieurs sites internet du département du Tarn. Lorsqu'on cliquait sur ces sites, apparaissait une vidéo dans laquelle une voix off demandait l'arrêt de ce projet, je cite, inutile et coûteux. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette vidéo et plus de précisions sur notre page internet. On le sait, pour lutter contre le gaspillage. Donc c'est quand même une vidéo qui avait été utilisée dans des trucs de piratage. Et ils ont dit on a de quoi pour le poursuivre pour complicité d'attaque informatique, on peut le mettre en garde à vue. Donc, et là il m'a dit je te laisse 5 minutes pour réfléchir. J'ai pris un petit truc que je tricotais comme ça dans mes mains, là c'était le seul truc que j'arrivais encore pour canaliser mon stress. Et il y en a, il me l'a arraché des mains et là c'était le pétage de plomb, je crois que j'avais pleuré, enfin j'étais pas bien du tout. Et finalement j'ai craqué parce que pour moi je voulais pas impliquer un ami qui était pas un ami qui partageait mes opinions politiques. Et tout en sachant que j'ai dit des choses, mais entre Anonymous on se connaît pas, donc c'est juste un peu des trucs de tel pseudo fait ça, mais j'ai quand même parlé, je crois, sur 5 personnes, et j'ai dit un peu n'importe quoi aussi. Vraiment, quand je relis après, en fait, ils m'ont vraiment fait dire des choses qu'ils voulaient entendre. Ça, c'est un petit peu vraiment des techniques de. Ça, c'est horrible en fait, c'est que des fois, ils te font même naître des souvenirs qui n'existent pas. Tu vois, ils te créent un truc, et toi, tu rentres dedans, et cette création de souvenirs, c'est assez hallucinant. Et du coup, il y en a un qui s'était fait arrêter sur mon témoignage, parce qu'ils avaient déjà le lien entre le pseudo et l'identité, mais ils n'avaient pas de témoignage à charge. Et du coup, ils ont utilisé mon témoignage à charge pour l'arrêter. Il s'est fait arrêter 2 semaines après moi, et on a eu un gros procès. Bref, j'ai eu 4 mois de sursis, et l'autre a eu 8 mois de sursis, il n'était pas venu. Et voilà, ça c'était le truc Anonymous, en gros. Et donc en fait, là, j'ai eu interdiction de métier. Donc ils ont dit, je peux pas faire le métier, je peux pas passer de concours pendant 5 ans, casier judiciaire B2. Et je fais, mais en fait, je suis en études de droit, là, j'aimerais bien pouvoir continuer. Donc je fais appel, ça prend 1 an pour faire appel, quoi. Et du coup, en appel, je dis bah écoutez, c'est assez bizarre. En fait, du coup, je me sentais trop mal d'avoir balancé une autre personne. Alors j'arrive au procès et je fais, en fait, l'autre il a eu 8 mois de sursis. Moi, je me sens pas bien dans ma vie. J'aimerais que vous mettiez aussi 8 mois de sursis. Du coup, j'ai demandé 8 mois de sursis en appel, quoi. Enfin, alors que j'avais 4 mois de sursis. Donc tout le monde s'est dit, au début, le procureur il a fait, bon bah je crois que je vais pas aller contre cette demande, on va continuer, quoi. Moi, je suis, hein, pas de soucis, c'est pour avoir plus de peine. Et j'ai aussi demandé qu'ils enlèvent le casier judiciaire pour que je puisse le niveau B2, interdiction de métier, pour que je puisse continuer les études d'avocat. Et finalement, les juges ont décidé que je devais quand même garder les 4 mois de sursis, que c'était bien de les garder, et ils m'ont interdit toujours les interdictions de métier qui sont redevenues actives au moment où il y a eu appel. Donc en fait l'appel c'était limite une mauvaise idée. Mais j'ai quand même pu récupérer un ordinateur, parce que c'était un ordinateur que j'avais acheté après, et ça j'avais fait un petit truc avec les factures, donc ils avaient quand même pu me le rendre.
sûrement un ordinateur qui était infesté par les trucs d'espions de la DGSI, je pense. Cet ordi, c'était juste. Je me sentais pas bien quand je l'utilisais. Et voilà, en gros, quoi. C'est un petit peu les trucs qui ont commencé pour moi au niveau politique, c'était comme ça, c'était avec cette répression, en fait. Comment t'es venu à aller du coup au G20 à Hambourg? C'est quoi ta motivation? C'est politique du coup. Enfin, avec ce que tu nous dis, c'est vraiment politique. Bah, pour moi, c'est le sentiment que au niveau local, on n'a aucun pouvoir et qu'on se fait démonter par toujours un pouvoir plus centralisé, plus haut et plus organisé au niveau mondial, enfin limite après avec le G20 quoi. Et en fait, moi, ça me va pas du tout parce que j'ai l'impression d'avoir aucune prise sur ma vie, de l'endroit où je vis. Et il y a plein de choses qui vont pas, genre Bure, bah, c'est à 80 km de Nancy à vol d'oiseau. Et par exemple, là, il y a aucun, enfin, tu peux rien dire, quoi. Tu peux pas prendre part au débat. Et c'est des politiques qui suivent et qui sont corrompus. Il y a 80 millions d'euros qui sont déversés chaque année en Meuse et Haute-Marne à travers le GIP, groupement d'intérêt public. Enfin, c'est l'achat des consciences, quoi. Et s'il n'y avait pas cet argent juste, il y aurait beaucoup plus d'élus dans la rue aussi. Donc moi c'était vraiment ça, cette espèce de centralisation et le fait que j'étais contre et je voulais, enfin moi je suis pour plus en fait de sorte de démocratie directe, mais aussi un peu au-delà de la démocratie directe, c'est-à-dire vraiment un peu l'auto-organisation là où on vit et surtout en fait parce que je vais utiliser l'image, non je peux pas utiliser l'image, mais par exemple dans une démocratie c'est aussi bien, moi je pense ce qui est un petit peu négatif dans la démocratie c'est qu'on va toujours se plier à la majorité, mais souvent dans les minorités aussi il y a des choses et par exemple si moi j'ai envie d'avoir j'ai envie de vivre dans une autre civilisation par exemple, j'ai pas envie de vivre dans la grosse civilisation dans laquelle on vit. J'ai envie d'aller vivre avec les Indiens, par exemple. J'ai le droit de pouvoir vivre avec les Indiens d'Amérique si j'ai envie. Mais en fait, le problème de notre société qui est toujours très grande, c'est que c'est toujours la domination. Tu es un communard dans l'âme, en fait. Peut-être un peu, ouais. C'est un petit peu les idées là, quoi. Au niveau politique, tu te situes comment? Enfin, Max Stirner, qui est un anarchiste individualiste. Et après, j'ai lu Bakounine, j'ai lu Enrico Malatesta, Anselm Belgarig, enfin des anarchistes un petit peu de l'ancienne époque, des théoriciens, et ça m'a beaucoup parlé en fait, les trucs de... il y avait une puissance dans les mots, et moi j'aime beaucoup cette idée de pas abandonner son pouvoir à un représentant et d'agir là où on est, tout en réfléchissant beaucoup. C'est-à-dire en fait essayer de voir où il y a des problèmes, ou essayer de voir où il y a une oppression, une domination, et en fait agir contre ça, et je pense qu'on est totalement légitime à agir contre des dominations, des oppressions, ou des manques d'écoute. Libertaire dans tes idées, en fait. Hein, J'ai pas entendu. T'es plutôt libertaire dans tes idées. Ouais. Pas dire anarchiste, parce que anarchiste c'est devenu un gros mot à l'heure actuelle. Hein. Ouais, c'est devenu un gros mot. Mais l'anarchie, c'est pas du tout le chaos. Hein. Ça, c'est vraiment non, on est d'accord. C'est vraiment l'ordre sans le pouvoir. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Je pense que c'est aussi bien de l'affirmer. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est souvent pas utilisé. Mais bon, voilà, c'est plutôt donc le mouvement. En gros, l'anarchisme, on peut dire un petit peu. D'ailleurs, il y a un excellent documentaire, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui sont paumés là au niveau anarchiste. Il y a un excellent documentaire d'Arte qui s'appelle L'histoire de l'anarchisme. Et c'est en 2 parties, il y a une 3e partie qui va sortir. Et elle est passionnante. C'est un documentaire qui était sorti il y a 2 ans, je crois. Et ça retrace un peu l'idée, l'histoire de l'anarchisme. Et le dernier documentaire va être un peu plus sur ce qui se passe actuellement. D'où viennent-ils? Bon, je sais pas s'ils vont aller jusqu'au gilet jaune. Ceux qui, hier comme aujourd'hui, se disaient on l'a partagé d'ailleurs, on l'a partagé sur mes... Ah, ok, trop bien. Ouais, pourquoi, alors qu'ils furent fichés, on peut pas passer à côté. Ouais, on peut passer à côté. Non, et puis j'aime bien aussi cette idée de... En fait, aussi par exemple quand tu travailles, bon bah c'est pas ce que je peux faire actuellement parce qu'il n'y a pas vraiment de travail autonome et autogéré, mais moi j'aime beaucoup cette idée en fait de partage équitable. C'est-à-dire que par exemple, ok, tu as peut-être une très bonne idée, tu vas peut-être lancer quelque chose, une entreprise ou quoi que ce soit, mais sans les personnes qui vont t'aider à la réaliser, tu t'es rien. Et je pense que c'est aussi un peu un truc d'humilité de se dire j'ai eu l'idée parce que j'étais inspiré par d'autres personnes aussi, par la communauté autour de moi, et de pouvoir partager. Moi je pense qu'il y a une énorme force de pouvoir partager ensemble équitablement les fruits du travail et de décider ensemble si on veut les investir ou les utiliser pour d'autres projets. Plutôt qu'en fait tout garder pour soi, avoir des profits, exploiter l'autre, parce qu'après il y a la mauvaise humeur aussi, je gagne pas beaucoup. Et d'ailleurs, si on partage aussi plus, il y a moins besoin de travailler aussi. Parce que du coup tu vas tout de suite avoir une augmentation de ton salaire et tu vas dire en fait moi c'est vrai que j'ai pas besoin d'énormément d'argent, donc je vais pas avoir besoin de travailler autant ce que je faisais avant, et ça fait même plus de place pour d'autres personnes pour travailler. Donc c'est vraiment bénéfice pour tous. Et mais là, bon, on vit dans un monde globalisé, c'est vraiment complexe parce qu'on regarde jamais au-delà de la frontière. Et en fait, il faut bien savoir c'est que les capitalistes n'ont pas de frontières, donc eux, ils vont chercher des trucs qui viennent de Chine, d'Afrique. Enfin, il y a c'est horrible l'exploitation qui se passe là-bas. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ces revendications-là et de se dire, en fait, on veut ensemble s'en sortir et pas juste dans notre coin y arriver, quoi. Et ouais. Bah, tu sais, Marx avait prévu la fin du capitalisme. Je pense que là, à l'heure actuelle, on est en train de voir ses limites. Que ce soit avec le Covid, on en pense qu'on en veut, que ce soit avec les différents mouvements sociaux mondiaux.
Le monde est en ébullition. Hein, Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'est vrai que le confinement, on va dire, a un petit peu mis le couvert sur la cocotte minute. Mais c'est vrai que je pense qu'on arrive au bout du cycle. Enfin, moi, c'est mon opinion personnelle. C'est l'opinion de pas mal de personnes aussi. Et c'est vrai qu'il faut creuser sur une solution alternative qu'on n'a pas encore exploitée ou que certains ont exploité et sont fait massacrer, etc., etc., ou enfermer, déporter, pour avoir pensé ou essayé de construire une société autre que ce fameux capitalisme, quoi. Et du coup, sur Hambourg, du coup, tu es monté là-bas. Bon, ça a duré 3 jours, il me semble. Hein, Ouais, 3-4 c'est vrai jours. qu'on a vu le départ de la manifestation, c'était assez compliqué puisque effectivement il y avait un black bloc. Hein. Bon, faut savoir aussi que le black bloc n'est pas forcément violent, contrairement à ce que les médias mainstream traduisent. Et c'est vrai que de ce que je sais, moi personnellement, après toi tu étais sur place, je pourrais apporter plus de précision. J'avais des amis aussi, mais c'est vrai que beaucoup de personnes étaient cagoulées, masquées. Et c'est vrai que sur les landers allemands, notamment Hambourg, on n'avait pas le droit d'être masqué, ce qui a provoqué, on va dire, quelques heures avec la police, qui est généralement plus diplomate qu'en France, parce que c'est vrai que la police allemande va plutôt dans La désescalade. la désescalade. Voilà, la désescalade. Il va y avoir un dialogue construit avec les manifestants pour éviter justement qu'il y ait des violences par la suite et qu'il y ait une frustration des manifestants. Et c'est vrai que sur le G20 d'Hambourg, on a vu vraiment une police. On avait vraiment l'impression de voir la police française en action. Et une traduction d'une police européenne, une police capitaliste, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, on ne réfléchit pas, et ensuite, bien entendu, on crée une frustration et on crée une violence. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Alors, je sais pas ce que toi, comment tu l'as perçu. Est-ce que tu as fait les 3 jours? Est-ce que tu y es resté qu'une seule journée? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu, on va dire, Hambourg? Ouais. Non, bah ouais, j'ai fait les 3 jours. Moi, pareil, on m'a dit ah, tu vas voir, enfin, Hambourg, ça n'a rien à voir. On peut faire des manifs, on peut y arriver, on peut faire plein de trucs. Enfin, je veux dire, on peut bloquer le G20, on peut faire plein de choses sans se faire défoncer par les flics. Je me suis dit, ah, ok, cool, oui, c'est vrai, il y a des escalades, ça a l'air plutôt intéressant. Mais bon, non, ouais, pas du tout. Et donc, juste oui, pour déjà un premier point, faut savoir que pendant le G20 de Hambourg, ils ont utilisé un système GAS, ça s'appelle GAS, c'est un système de reconnaissance faciale. C'était la première fois. Donc il y a plein de gens aussi qui sont cagoulés parce que ils sentaient qu'il y avait ce truc au niveau de atteinte à la vie privée. Enfin, il y avait aussi un petit peu ce. D'ailleurs, ça a été supprimé. La base de données a été supprimée de ce logiciel, et ce logiciel a été utilisé aussi massivement pour m'identifier. Il y a une espèce de. T'as 80 gigas de vidéos de soi-disant moi. Et où des fois, enfin en gros, apparemment c'est un logiciel en fait qui donne un pourcentage de. Ils disent oui, on pense à 80% que c'est lui, 70%. Et après il y a un policier qui choisit s'il pense que c'est bon ou pas, ouais. Et du coup, bah moi j'ai fait, ouais, donc c'est une grosse première manif qui s'appelait Welcome to Hell. J'étais pas tout à fait dedans, j'étais un peu à côté. Et donc oui, t'avais plein de gens qui étaient cagoulés, mais aussi d'autres gens. Hein. C'était vraiment au début une grosse manifestation, donc sans violence, hein, c'était juste le cortège qui avançait. Et dès le début, les policiers ont mis des canons à eau en face. Il y a des policiers qui arrivaient de partout, de tous les côtés. Et les policiers aussi, c'était assez impressionnant, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement noirs, cagoulés aussi. Donc des fois, il y avait des espèces d'incohérences. Donc quand les gens ils disaient que pensez-vous de la violence du bloc noir, du black bloc, et du coup il y a des gens qui disaient ah oui bah oui, la police, oui, c'est vraiment effrayant, ils sont très violents. Et donc ils ont commencé à matraquer, à faire des pressions sur tous les côtés. Mais alors ça c'était vraiment très impressionnant, c'est qu'il n'y avait même pas d'opportunité de fuite. Et ça gazait, ça matraquait à la tête, c'était hyper violent. Et là vraiment, j'ai vu des milliers de personnes, il y a des vidéos, qui ont escaladé un mur immense, donc pour s'échapper, parce qu'il fallait vraiment escalader un mur. Et tu vois une espèce de masse de gens qui escaladent pendant que les autres, ils se prennent les coups devant à essayer de faire en sorte que les autres derrière puissent s'échapper, quoi. Et même une fois que les derniers sont montés, les policiers continuent à essayer de les choper, les tabasser. Enfin, c'était juste horrible, quoi. Et du coup, c'est assez drôle parce que pour moi, on m'avait dit désescalade, mais là, j'ai vu des gens escalader, tu vois, un mur pour s'échapper. Donc le jeu de mots est assez intéressant. Et non, et ça en fait, pour moi, ça a fait. Enfin, il y a plein de gens qui étaient hyper énervés. C'était, ça a fait monter la. Il y a une espèce de. En fait, c'est comme si il y avait une colère qui voulait s'exprimer au G20 et elle a pas pu s'exprimer. Genre dès le début, on t'a complètement défoncé, et surtout avec des blessés très graves. Je veux dire, il y a des gens qui ont eu le crâne complètement fracassé, qui sont finis à l'hôpital, des dizaines de personnes ce premier jour. Et un truc juste, au G20, il n'y a eu aucun procès contre des violences policières. Alors, j'insiste sur ce point parce que en fait, eux. Alors je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, qu'on me matraque sur le corps
dans le ventre ou à la tête, pour moi ça revient au même, à peu près. Bon, je préférerais quand même dans le ventre. Mais je veux dire, pour moi, il y a une légitimité en fait à s'opposer au G20 et je veux pas me faire matraquer pour ça. Donc l'usage de la force, pour moi, j'estime qu'il est légitime. Je trouve qu'il est même plus légitime de l'utiliser contre le G20 plutôt que pour le défendre. Après, ça c'est mon point de vue. Parce que je sais pas, je considère pas que c'est pas de la démocratie, c'est genre les 20 puissances les plus riches, enfin bref. Et du coup, oui, eux ils mettent des lois, il y a des lois, mais il n'y a pas rien en France, cette espèce de règlement d'usage de la force, machin. Et donc les policiers allemands aussi, ils n'ont pas le droit de fracasser des crânes. C'est écrit dans la loi, quoi. Donc pareil, là on va appliquer la loi contre les manifestants et être hyper sévère, mais contre la police, alors qu'il y a des vidéos de gens qui se sont fait défoncer les crânes, il n'y a aucun procès, il n'y a eu aucun procès de violence policière au G20. Il faut savoir en Allemagne que les gens ont même peur de porter plainte contre la police ou de se définir comme ayant subi des violences, parce qu'après ils ont la visite de la police qui leur dit ah bah du coup ça veut dire que vous étiez présent à tel endroit, ah bah vous êtes complice de violence ou je sais pas quoi. Ce qui fait qu'on a des chiffres ahurissants de je crois c'est 500 policiers blessés et 400 manifestants blessés, alors que c'est juste beaucoup plus. Moi je dirais autour de 5000 ou voire même plus. Enfin je veux dire j'ai vu des choses tellement hallucinantes, mais juste les gens prennent pas la peine de le dire. Et même des fois c'est juste un œil au beurre noir, les gens ils disent bah je vais pas dire ça ou ça va, je vais passer à côté. Enfin les gens sont plutôt alors que la police, genre c'est des fois juste ils considèrent les blessures avant le G20, c'est-à-dire pendant les déplacements, les entraînements, et après. Donc en fait, même des fois, juste des égratignures où ils tombent tout seuls. On sait même pas vraiment c'est quoi les 500 blessures. Donc c'est aussi très. C'est un peu un flou qui est très. Qui est volontairement mis en fait. C'est pareil quand on dit qu'un on a eu la même chose avec les Gilets jaunes en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, on avait le temps de blessés, même à Nancy, hein, tu es originaire de Nancy, hein, donc sur les manifestations Gilets jaunes de Nancy, où on nous disait par exemple 3 blessés, quoi. Alors que il y avait 10 personnes aux urgences, il y avait des personnes qui avaient respiré du gaz, il y avait eu des malaises, il y avait des gens qui avaient des hématomes, et on n'en parle pas, c'est-à-dire que les gens ils ont peur de se déclarer blessés en fait, hein. Ouais, D'autant plus qu'il y a un fichier créé dans les hôpitaux, comme quoi il fallait balancer les ouais, gilets jaunes. j'avais vu ça sur le Ouais, gars donc, enchaîné en prison. Ouais. c'est vrai que c'est complètement dingue. Et du côté de la police, c'est plus ou moins la même chose. On ne sait pas, quand ils disent 2 policiers blessés, 3 policiers blessés, on ne sait pas de quoi ils sont. Un pavé, est-ce que c'est il s'est tordu la cheville parce que il a mal monté le trottoir. Enfin, tu vois, c'est vraiment incroyable, quoi. Et oui, effectivement, j'avais vu ces chiffres-là, comme quoi il y avait 300, donc à Hambourg, 300 blessés manifestants. Quand tu vois la violence, on va dire, de la police sur place, c'est 300, c'est pas possible. Et quand on voit 500 policiers blessés, oui, effectivement, je pense qu'il y a eu des blessés, hein, parce que bon, ça a quand même. Non, je pense aussi qu'il y en a eu. Ouais. Il y a eu quand même pas mal de choses, mais encore une fois, ça reste flou. Donc, soit en Allemagne comme en France, je pense que c'est la même politique, autoritaire et la même politique d'impunité, c'est ça. Et à l'heure actuelle, en France, c'est vrai qu'on voit depuis quelques semaines, hein, depuis la mort de George Floyd, et il fallait un Américain pour soulever un petit peu les foules, et puis l'histoire d'Adama Traoré, pour que les gens reparlent de la violence policière. Il a fallu le confinement pour voir effectivement que la police maltraitait des gens dans les cités, que la police était raciste, pas tous, hein, pas tous les policiers, mais une majorité apparemment de policiers sont racistes. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais je vois que voilà, en Allemagne comme en France, il y a plus ou moins le même souci, quoi. Ouais, clairement. Ouais. C'est pour ça que des escalades, c'est pas si clair que ça. Et puis, en fait, il y avait aussi un truc qui était assez drôle pendant le G20, c'est que moi j'ai participé à pas mal de sittings aussi non violents, quoi, donc assis pour essayer de bloquer les voitures des participants au G20 dans leur espèce de Mercedes vite teintée là. Et en fait, ça dépendait du coup de la police du Land, parce que t'as des polices, donc je crois que c'est celle de Bayern, non, je sais plus, je connais plus le nom. Mais il y a une police qui vient dans le Land qui est très très violente, plutôt droite radicale, quoi, en niveau politique aussi. Et celle-là, elle y va bourrin, quoi, elle te défend. Donc, des fois, j'ai fait des sittings où, genre, c'était tranquille, la police, elle vient, il te porte tranquillement, il te pose à côté, enfin, c'est, voilà, 30 minutes à peu près, quoi. Et un autre moment, on était 2 fois plus nombreux, donc théoriquement 1 heure pour nous virer, quoi. Mais non, là, ça a duré 30 secondes. Genre, les flics, ils ont chargé, ils nous ont défoncés, et genre, ils donnaient des coups de matraque, ils donnaient des coups de pied. Et ça, je pense, c'était une autre police. Et des fois, du coup, les gens, ils criaient ah, faites gaffe, c'est la police de Slend, là, faut qu'on. Là, on se barre, quoi. Genre, les gens étaient effrayés, quoi. Ils regardaient, en fait, c'est quelle police de quel land qui arrivait pour voir quelle stratégie adopter en manif, quoi. Et ça, c'était assez ouf, ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'est reproché, en fait, pour que tu nous fasses partager, on va dire, la chose, et qu'est-ce qui t'est reproché
et comment ils sont venus te chercher, en fait. Mm. Parce que ton histoire est assez incroyable, quoi. Ouais, ouais. Du coup, ben, c'est alors toutes les accusations. Donc, il y a pendant une manifestation, on est accusé de l'ensemble des dégâts. Donc, ça fait à peu près 1 million d'euros de dégâts. C'est dans un quartier, un des quartiers les plus riches de Hambourg, c'est Elbchaussee. Donc, moi, je suis accusé d'avoir participé à cette manifestation et aussi d'avoir, à un moment donné, jeté un pétard dans une banque. Mais bon, cette accusation reste à vérifier. Enfin, il y a une grosse question derrière et j'ai pas encore parlé là-dessus. Et je dis que je suis prêt à m'expliquer, mais seulement si on m'accuse de ce que j'ai fait. Ma déclaration, c'est que j'ai dit là, en fait, vous enlevez les accusations générales de tout ce qui se passe dans une manif, de voitures brûlées, de je sais pas quoi, parce que moi je peux pas expliquer ce que j'ai pas fait. Je peux pas le faire. C'est pas, je veux pas être accusé de ça. En fait, je reconnais pas cette accusation. Et même l'autre accusation, je la reconnais pas non plus parce que bon, mais je vais l'expliquer pourquoi je la reconnais pas dans le sens de la violence. Enfin, pourquoi je devais être accusé alors que des policiers sont pas accusés, par exemple, alors que on est sur des mêmes légalismes de violence. Mais bref, donc voilà. Donc ça c'est une accusation. Après, il y a plus tard où je suis accusé d'avoir jeté 2 bouteilles de bière vers les policiers et 2 pierres vers les policiers. Alors ça voilà, ça c'est la version officielle, donc vers les policiers. Alors ils rajoutent après en acceptant que cela aurait pu les blesser gravement. Donc c'est toujours un peu ce flou quoi, vers les policiers en acceptant que ça pourrait les blesser gravement. Donc, la raison aussi pour laquelle j'ai voulu parler, c'est pour expliquer la situation. Donc c'est que ce que moi j'avais vu, bah, c'est juste les 2 bouteilles de bière, c'était avant, donc c'était devant Rotaflora, c'est un squat un petit peu, un des derniers à Hambourg. Et la police tournait autour, tout le temps, et puis matraquait les gens, même sur les bars à côté. Enfin, j'hallucinais de voir même matraquer dans les bars. Ça, je trouvais que c'était assez nouveau. J'avais jamais vu ça, même en France. Et ils sont assez bourrins, les Allemands. Ils sont mêlés, ils se lâchent quoi. Et des fois même, ils te tabassent. Mais ils t'arrêtent pas, ils veulent juste te tabasser quoi. Enfin, il y a même aucune raison qu'ils te tabassent des fois, c'est vraiment compliqué. Et moi j'ai vu à plusieurs reprises des flics foncer vers des gens, les pousser dans des buissons, les tabasser, et genre t'as pas de caméra, t'as rien. Et limite ils vérifient avant aussi, ça c'est assez hallucinant, ils regardent autour d'eux s'il y a rien, et après ils se lâchent encore plus quoi. Et ça c'est vraiment le truc qui est horrible que j'ai vu aussi, de voir comment l'attitude de la police elle change, s'il y a des caméras qui filment ou pas. C'est vraiment ce truc de aussi jouer sur l'illusion, ils aiment beaucoup jouer sur l'illusion. Et donc là pareil, une autre personne se faisait tabasser, du coup moi j'avance, je crie d'indignation avec plein de gens, et là je me fais gazer au visage quoi. Alors que bon, il y a quelqu'un qui se fait tabasser, je suis là juste crie d'indignation, je me fais gazer au visage. Bon à un moment donné, moi je pète les plombs, donc j'ai jeté il y avait 2 bouteilles de bière qui étaient devant moi, je les ai prises, j'avais rien, j'étais pas masqué machin, je les ai jetées devant sur un policier. D'ailleurs ce qui est assez drôle, bon il y a une vidéo qui me filme à 1 mètre de distance, donc c'est un gars quand même qui est venu parler au procès, hyper chelou. On lui a posé la question parce qu'en fait toute sa vidéo avant il filme ses pieds. Et juste au moment où je lance les bières, il lève son téléphone et il me filme. Et alors on lui a dit mais vous avez pourquoi vous filmez vos pieds Et il dit ah mais non je savais pas que je filmais. Oui mais pourtant vous levez comme ça votre téléphone dès qu'il y a quelqu'un qui jette un projectile sur la police. Et là il était un peu en sueur, il sait plus quoi dire. Enfin bref, un peu le gars bizarre, on se demande si c'est pas un policier civil. Mais il était juste à côté de moi quoi. Enfin c'est déjà la vidéo qui est bizarre aussi, quelqu'un se retrouve à côté de moi. Enfin, j'ai l'impression d'être suivi après quand j'avais découvert cette vidéo. Et donc aussi après j'avais posé mon sac par terre et il y a quelqu'un qui l'a pris et qui l'a donné à la police. Ça c'est l'Allemagne aussi. Alors en Allemagne t'as des gens qui vont prendre ton sac, tes affaires, qui vont te prendre en vidéo et qui vont donner à la police. Genre ils ont même fait des appels à délation après le G20 à la police et il y a plein de citoyens qui ont donné leurs vidéos à la police. C'est pas un appel de citoyens sur les violences policières, si vous avez des vidéos donnez-nous, c'est un appel pour ceux qui ont jeté des choses sur la police quoi. Enfin bref. Et surtout qu'on voit sur la vidéo que je vise pas, que j'ai pas réussi à viser les policiers. Donc la bouteille de bière atterri à côté. Donc tout ça c'est aussi pour dire quand ils disent juste en direction des policiers avec la volonté de faire extrême violence très mal, enfin machin. D'ailleurs même mon avocat aussi il a dit, ça c'est très intéressant à savoir, il a dit que en fait il faudrait une puissance 2 fois plus forte que quand un être humain jette une bouteille de bière pour blesser effectivement un policier qui est en protection. Parce qu'en fait il y a une limite, je sais plus c'est combien de joules, mais il avait fait un calcul, et l'armure elle est prête à accepter un tel niveau de joules, de puissance de joules. Et du coup, en fait, une bouteille de bière, tu peux pas blesser s'il a les protections, un policier, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Après, bon, du coup, les juges ont dit, oui, mais attendez, on sait pas, ça se trouve, le policier n'avait pas sa protection au moment où les trucs ont été jetés. Bon, alors sur la vidéo, on voit qu'ils ont toutes ses protections, mais les juges, ils disent, oui, mais on ne sait pas, peut-être qu'il n'avait pas son gant, ou alors, la bouteille est tombée par terre, il y a des éclats de verre, et le policier qui tombe ensuite par terre dans les éclats de verre et qui se blesse. Vous savez, donc on imagine plein de situations. Par contre, dès que c'est un policier qui est violent, ou qui te tire au flashball, qui ça passe au-dessus de ta tête, on va pas dire oui mais attendez, il a tiré au-dessus de ta tête, mais imaginez s'il avait tiré juste un peu en dessous dans les yeux. Tu vois déjà même quand il tire dans la gueule, t'as pas de procès, donc je veux dire t'as même pas de reconnaissance. Donc ça c'est vraiment l'extrême aussi inverse, comment il y a une espèce de narration en fait qui est complètement en accord et vraiment en soutien et en compréhension vis-à-vis des policiers, exagéré. Mais il n'y a pas du tout cette narration qui est existante
quand il y a des violences sur des manifestants, et limite en fait on lui dit c'est sa faute, il avait pas qu'à être là, ou je sais pas quoi. Et ça c'est l'importance des narrations. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une narration sur le procès du G20, à expliquer un peu ce qui s'était passé. Et après oui, l'autre scène du coup c'est des pierres qui sont lancées, et donc on voit sur une vidéo policière, c'est assez drôle, la vidéo policière elle s'appelle Monsieur Schneider aide une personne âgée à pousser son vélo, et donc on voit la vidéo policière, et t'as un canon en haut qui avance, et il y a une personne âgée qui est bloquée en plein milieu de la route avec son vélo, et je pourrais te la filer d'ailleurs la vidéo, tu peux la bosser si tu l'avais filé à un autre média, et du coup je l'aide à traverser quoi. Et le canon en haut, je sais pas, le gars il a pas dû capter, ou je sais pas, il s'est dit ouais, il va faire quelque chose à la grand-mère, ou je sais pas quoi, il veut jeter un truc, mais du coup il a pas lancé son canon en haut sur la grand-mère quoi. Et du coup tu vois vraiment la vidéo qu'elle se prend le jet, et du coup ça m'avait énervé aussi parce que je comprenais pas pourquoi pourquoi ils nous avaient tous les deux gazés, alors que c'est très clair que, enfin envoyé des canons, alors que c'est très clair que je l'aidais à avancer, enfin il y avait au moins 5 secondes de compréhension de la situation avant d'avancer le jet. Et du coup pareil, donc là après j'ai pris mon t-shirt, voilà, je l'ai mis sur la tête, j'ai fait le nœud derrière, et puis j'ai jeté 2 pierres vers le canon en haut. Et pareil, donc là aussi c'est encore une fois à préciser, parce que quand on dit vers la police en acceptant qu'il pourrait les blesser gravement, bah non, là c'est un canon à eau, les policiers étaient derrière, donc ça j'ai pu l'expliquer aussi, pour relativiser un peu, parce que c'est important aussi de relativiser parfois tout en disant que moi, et c'est ce que je dis dans ma déclaration, je veux pas, en expliquant ce que j'ai fait, me désolidariser ou quoi que ce soit. Pour moi, je veux vraiment rester solidaire envers toutes les personnes qui se font arrêter dans toutes les manifestations, même que ce soit pour les Gilets jaunes. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont en prison actuellement, pour des peines ahurissantes, au-dessus de 5 ans parfois. Enfin, ça, c'est totalement dingue. Il faut vraiment... 10 ans 800. 800 Ah, 800 peines de prison, ok. On a Ouais. 800 gilets jaunes encore derrière les barreaux à l'heure Ah la actuelle. vache, actuellement, là, ouais. Ouais. Et voilà, en gros, quoi. Ça, c'est les trucs qu'on m'accuse. Et vraiment, les autres qui sont avec moi, donc il y a d'autres personnes qui se sont fait arrêter aussi. Et ces autres personnes, ils habitent à Francfort. Et eux, ils sont juste accusés d'avoir marché dans la manifestation. Donc, ils sont même pas accusés d'avoir fait des actes violents. Et il y a 2 qui étaient mineurs et ils risquent 2 ans et demi pour avoir rien fait, pour avoir marché. Et les autres qui étaient majeurs, qui risquent 3 ans de prison ferme. Donc, en gros, on peut dire que dans l'accusation, il y a 3 ans à peu près pour des choses que t'as pas faites. 3 ans d'accusation. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau, quoi. Et ce qu'ils veulent essayer de dire, c'est que voilà, comme il y a eu plein de casses, en fait, c'est pas une manifestation. Ils veulent essayer de faire passer ça, quoi. Et le tribunal Oui, aussi est... c'est pas une manif, c'est vraiment une émeute, quoi. Enfin, Ouais, en gros, voilà, ils veulent dire que c'est pas une manifestation, que ça a rien à voir avec le G20, et même le procureur qui veut dépolitiser l'acte, quoi, en disant c'est pas visé contre Poutine ou Trump. Ah non, mais vraiment, faut faire des manifs avec ce procureur. Hein. Il va vraiment, je le redis, il va dire aux policiers de partir. Ça va être là, voilà, là vous allez pouvoir aller au bon endroit, faire. Et du coup, comment ils ont fait pour te trouver en fait Parce que t'es rentré chez toi après les 3 jours de manif. Donc il s'est passé un an. Un an où en Allemagne, pendant ce temps, il y avait plein de photos qui étaient dans les médias, appel à délation. Bon, c'était juste un média en fait qui avait fait ça, un média conservateur. Et du coup, il y avait du coup ce logiciel de reconnaissance faciale. Et ils avaient trouvé du coup ma carte d'identité dans le sac qui avait été pris par une personne qui a donné gentiment à la police. Et du coup, à partir de la carte d'identité, ils ont fait un peu des recoupements, mais bon, c'est un petit peu léger, c'était pas trop clair, quoi. Et là, ils ont dit, il y a une espèce de coalition bizarre. Alors, ça, c'est vraiment le truc. Ils sont venus à Bure pendant les investigations, quoi. Donc, t'as la police d'Hambourg qui se déplace jusqu'à Bure. Alors, complètement dingue, quoi. Et là, ils rencontrent des gens un peu de Bure. Ça, c'est dans un dossier aussi. Et ils discutent ensemble, et en gros, sur l'identification. Et apparemment, donc, il y a des commandants aussi de gendarmerie qui sont présents. D'ailleurs, un certain commandant qui m'avait étranglé. Bon, j'ai eu un procès en diffamation parce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il m'a étranglé. Bref, et juste très rapidement là-dessus, c'est hyper intéressant à dire. Donc, c'était par rapport à une manifestation où il y a une brochure sur internet qui est disponible qui s'appelle « Sachez que je n'attends rien de votre institution ». Ça retranscrit tout le procès. J'ai été accusé d'avoir découpé un grillage à Bure. Et du coup, j'ai été arrêté, tout ça, machin. Et je parle aux gendarmes, quoi. Je leur dis, mais non, mais arrêtez, c'est quoi? C'est qu'une grille, c'est rien, vous savez ce qu'ils veulent faire, c'est des déchets nucléaires, c'est terrible. Vraiment, je parle avec mes tripes, quoi. Et genre, l'arrestation, elle prend 5 minutes. Il y a un policier d'abord qui m'avait chopé, après ils sont 2, ils sont 3, ils sont 4. Ils arrivent pas à me porter, quoi. Ils essaient de me porter, je gueule, ils perdent leur force. Il y en a un qui se bouche les oreilles tellement il peut plus m'entendre, tellement je suis en train de. Mais vraiment, on sentait qu'ils étaient trop. Enfin, ça allait travailler, quoi, ce que je leur disais. Et là, il y a le commandant, du coup, qui arrive, commandant de gendarmerie, qui s'appelle Dubois, et lui, il arrive, et. Du coup, il y a bah, allez messieurs, on se ressaisit là. Et du coup, voilà, ils retrouvent leur force, les gendarmes, ils me portent. Et là, je continue à parler, et ils m'étranglent en fait, du coup, pendant quelques secondes. Et vraiment, je peux plus respirer, je peux plus parler. Et du coup, après, je me fais arrêter, je rentre dans la voiture, enfin bref. Et le médecin, il voit des marques de type griffure sur le cou, enfin tout rouge, machin. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, je sais que j'ai pas de preuves pour ça. Je sais que je suis contre un commandant de gendarmerie.
Enfin, je vais sûrement en perdre, quoi. Au moment où je sais qu'il y a un procès, parce qu'après, il porte plainte pour diffamation, parce que j'avais posté cette information sur Mediapart. Nous assumons le sabotage à Bure, c'était un article. Et du coup, je téléphone à mon avocat, j'envoie des mails, tout ça, machin, et je fais ouais, c'est dingue, j'ai une vidéo de quelqu'un qui m'a donné à Nancy, on le voit vraiment, il m'étrangle, c'est génial cette vidéo, je vais la montrer à la fin du procès. Et j'arrête pas de lui dire par téléphone, quoi, parce qu'en fait, je sais que je suis potentiellement sur écoute. Du coup, je joue là-dessus, quoi. Et ça marche, parce que le jour du procès, il se sent pas trop bien, et à un moment donné, il dit un truc qu'il avait pas dit dans tous les rapports qu'il avait fait d'audience, avec les autres policiers pour expliquer la situation, quoi. Il dit à un moment donné, donc il est pas très bien, quoi, et il dit oui, alors à un moment donné, j'ai mis mon bras autour de la tête de Monsieur Schneider pour la soulever afin que celle-ci ne heurte pas le sol. C'était pour le protéger. Alors mais ça passe, quoi, dans le tribunal, c'est génial. Et dans ce tribunal, en plus, à ce procès-là, il y avait 4 autres commandants gradés qui étaient présents. Donc c'était vraiment un procès de faire passer la police, l'élite de la police. Donc c'est vraiment, je me tapais tous les commandants de la... C'est la commandant Grand S, je sais pas quoi, il y avait des gradés de ouf, quoi, dans un procès qui avait pourtant pas trop d'importance à la base. Et du coup, j'étais condamné pour diffamation, donc avoir menti dans le truc. Et du coup, oui, donc lui, il était présent aussi avec cette réunion, avec les policiers d'Hambourg. Donc c'est marrant quand même qu'il y ait cette espèce de coalition Bure G20 qui est déjà un peu louche. Donc on peut aussi se poser des questions s'il n'y a pas une volonté de chercher dans une certaine direction et d'utiliser après ça à des fins politiques, parce qu'on ne sait pas s'ils veulent si c'est pas ça, ça aussi. Quand tu mets en relation, on va dire, c'est vrai que du coup, tu es militant anti-nucléaire et tu étais sur Bure. Et c'est vrai, quand on voit la répression qu'il y a à Bure, même encore à l'heure actuelle, hein, c'est incroyable. On se pose la question, même s'ils t'ont pas chopé, entre guillemets, pour ça, quoi. Enfin, c'est un prétexte. Enfin, je veux dire, en bourse, c'est peut-être un prétexte pour... Je dirais peut-être pas que pour ça, mais je pense qu'il y a eu des énergies qui ont... Pour moi, il y a des énergies qui étaient dans ce sens-là aussi. Ça a pris part à ça. Probablement qu'ils l'auraient quand même fait parce qu'ils l'ont fait aussi pour d'autres gens en Suisse, tu vois. Donc ils ont quand même arrêté d'autres personnes aussi en même temps. Je dirais pas que c'est que pour ça, mais je pense que ça a joué, ouais. Je pense clairement que ça a joué. Et du coup, c'est cette interpellation donc, du coup, à Bure que non. tu as été transféré en Allemagne. Du coup, non, j'ai pas été interpellé à Bure, non, parce que moi j'étais pas chez mes parents, j'étais un peu dans la forêt en train de cultiver des légumes en permaculture. C'était mon délire du moment. Et je voulais pas du tout aller en prison ou me faire arrêter. Enfin, j'étais vraiment dans le truc de. Je voulais cultiver les légumes, quoi. Du coup, j'ai écrit un texte Pourquoi je choisis la cavale, qui était publié sur. J'ai choisi la cavale, qui est publié sur Mediapart aussi, dans le blog. Et où j'expliquais pourquoi en fait je me soustrais à la. Bon, autant le lire, hein, je pense que sinon ça va être compliqué à dire. Mais par rapport aussi à ces procès, quoi, un peu, parce que j'en ai eu d'autres après. Ah ouais, très rapidement, un tout petit. Parce que du coup, j'ai eu la visite des agents de la DGSI à mon domicile pour me remettre un procès sur une attaque informatique alors que j'avais plus rien fait. Hein. C'était par rapport à la préfecture de police de Paris qui avait été attaquée, qui n'a même pas bloqué le site internet. Et c'est pas moi qui ai fait l'attaque, hein, mais j'ai complicité toujours avec les vidéos et tout ça, machin, une complicité assez large. Et donc je suis accusé parce que voilà, ce site qui avait pas été pendant 16 minutes. Et ce qui est intéressant dans le dossier, c'est qu'au moment où il y avait le premier procès, il y a déjà des questions qui se posent. Est-ce que vous voulez porter plainte? Parce que là, il va y avoir un procès. Est-ce que ça vous intéresse d'être dans le procès, quoi? Et ils font non, mais comme l'attaque n'a duré que 16 minutes, ça n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident. Donc on ne sait pas faire de suite, quoi. En gros, ils s'en foutent. C'est une attaque pourrie qui a fait rien. Enfin, il a même pas bloqué leur site, machin. Et là, donc ils reviennent. Et pourquoi ils reviennent? Alors ça, c'est une théorie que j'ai. C'est qu'en fait, je suis allé à la COP 21. Donc la grosse manif où il y a plein de gens, interdiction, c'est après le Bataclan, interdiction de manifester, on s'est fait nasser à la République, défoncer par plein de violences policières, rien dans les médias sur les violences policières, moi ça m'avait choqué, qu'il y avait rien, et que limite on était nassé pendant 4 heures, il y a quelqu'un qui disait un truc du Figaro, oh regardez la nouvelle, des 400 personnes font encore face aux forces de l'ordre place de la République, alors qu'on était nassé depuis 4 heures et qu'on voulait partir, et des gens commençaient à faire pipi dans un endroit, quoi, dans un endroit de la NAS parce que t'étais tellement coincé depuis longtemps. Du coup je rentre chez moi, je fais une vidéo sur les compiles des violences policières pendant la COP21, et elle fait 4 millions de vues, 88 000 partages, il y a 300 policiers de Paris qui ont commenté la vidéo en mode grosse haine contre moi, ils me détestent, machin. Donc je pense que cette vidéo elle est remontée jusqu'à la préfecture de police de Paris, ils se sont dit mais c'est qui ce gars là, il nous énerve, il a fait cette vidéo. Ah mais tiens, mais en fait il avait attaqué notre site à l'époque, ah mais on avait même pas porté plainte pour lui, ah bah tiens vas-y on va relancer ce truc là. Et d'ailleurs ce qu'il demande c'est un préjudice pour l'image, c'est-à-dire qu'il s'estime blessés intérieurement d'avoir pas réussi à sécuriser leur site internet, sachant qu'au début ils en avaient rien à faire parce qu'il avait même pas été bloqué, c'était seulement 16 minutes. Et du coup, ils demandent un préjudice d'image, c'est complètement hallucinant. D'habitude, c'est un dédommagement ce qu'ils demandent, c'est pas un préjudice d'image quand j'ai eu les procès pour attaque informatique. Et qu'ils aient choisi le mot image, pour moi, ça fait connotation avec les violences policières qui ont été montrées dans cette vidéo et qui du coup salissent un peu l'image de la préfecture de police. Donc pour moi, c'est carrément en fait une manière de censurer. De manière indirecte, parce qu'on va pas te censurer, on va pas te taper dessus comme en dictature directement, mais on va par des moyens un petit peu
un peu derrière, quoi. Et ça, voilà, ça c'est des procès que j'aime pas en fait. C'est des procès pour moi qui n'ont pas de sens. Et du coup, j'ai été relaxé par le tribunal en première instance. Il a dit, bah, en fait, non bis in idem, ne pas être jugé 2 fois pour la même chose. Bah, je suis désolé, il a déjà été jugé pour des attaques informatiques de plein d'attaques différentes de sites. On peut faire du coup une centaine de procès là. Si ce procès y passe, c'est une centaine de procès que je peux avoir. Et parce qu'il y a plein de sites qui ont été attaqués. Et du coup, non bis in idem. Mais ils ont fait appel. Et ce procès, et en appel, j'étais en prison. Du coup, en appel encore. Ça a fait une espèce de report. Et là, il va tomber en septembre. Mais peut-être je vais être de nouveau en prison parce qu'ils veulent me remettre en prison. Donc il va encore y avoir des reports. C'est vraiment le procès qui tient. Et c'est par rapport à la mort de Rémi Fraisse en plus. Donc c'est ahurissant parce qu'en fait, Rémi Fraisse, t'as un non-lieu. T'as même pas une condamnation symbolique que demande la famille. On a une reconnaissance de la violence de l'État. Et ça, c'est terrible parce qu'on voit vraiment la démesure du coup derrière avec un acharnement pour rien. Et par rapport à la mort de Rémi Fraisse, une réaction de 16 minutes ridicule qui n'ont même pas bloqué. Et une mort d'un homme. Enfin bref, encore la justice qui est complètement disproportionnée. Mais du coup, c'est vrai, quand on entend tout ça, du coup, bon, peut-être que tu peux pas le divulguer, mais du coup, tu as été pirate informatique, enfin, je veux dire, plus communément appelé Anonymous. Alors j'ai fait partie de cette mouvance, mais moi, par exemple, je me limitais essentiellement à faire des vidéos, donc des vidéos, et à écrire des textes un peu revendicatifs. Voilà. En gros, c'est ça le truc que je faisais. Je n'ai pas de connaissances personnellement pour hacker ou je suis vraiment nul sur ce côté-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait arrêter, parce que sinon je me serais pas fait arrêter. Si j'étais fort, je me serais pas fait arrêter, quoi. Donc D'accord. Donc ça reste vraiment un truc large. Et c'est du coup aussi un peu une sorte de complicité, parce qu'on m'estime quand même responsable parce que j'ai participé à faire des vidéos, à discuter, et tout ça. Enfin, on m'accuse aussi, oui, d'avoir désigné des cibles. Bon, ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus craignos. Mais par exemple, d'avoir dit, bah oui, bah ça, c'est ce projet-là, d'enfouissement des déchets nucléaires, du coup, il y aurait tel site qui serait intéressant, machin. Mais après, c'était plein de gens qui le faisaient. Mais tout ça, bon, c'est des choses qui ont déjà été dites, hein, de toute façon. Dans mon arrestation, j'ai déjà été jugé, donc c'est passé. Mais c'est vrai que ça m'avait bien choqué en fait, surtout et ça m'a aussi un peu façonné parce que, enfin, ça m'a renforcé. J'ai essayé de vraiment travailler là-dessus et de pas me laisser abattre. Et finalement, aujourd'hui, je pense que ça m'a rendu plus fort. Et il y a cette citation de Thoreau que j'aime beaucoup, qui est un écrivain qui a vécu dans les bois pendant 2 ans, en refusant de payer l'impôt qui cautionnait l'esclavage en Amérique. Il disait ainsi, tout malheur n'est qu'un tremplin vers le bonheur. Et moi, je l'aime bien celle-là. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, concernant ton arrestation pour Hambourg, ça s'est passé à ton domicile. Ça s'est passé, ouais, du coup, bah, j'étais revenu pour mon anniversaire. Donc pendant 3 mois, j'ai fait des légumes, machin, tout ça. Et après, je voulais quand même revenir pour mon anniversaire pour fêter avec ma famille. J'étais un peu en mode 50% je me fais arrêter, tant pis, 50% je peux pas me faire arrêter, je suis d'accord. Donc je continuais à faire ma vie un peu normalement en fait. Je faisais pas trop attention. Et du coup, ils sont venus pour mon anniversaire. C'était un petit peu le moment où faut pas revenir si tu veux pas te faire arrêter, quoi. Et là, ils arrivent à 30, une trentaine de flics. Du coup, il y a ma petite sœur qui est là. On allait se faire des pizzas maison, pizza de fait maison. Moi, j'étais à l'étage. Et là, il crie, un gros cri comme ça, ah là, je sais pas quoi, police ou je sais pas quoi. Et il défonce la porte avec un espèce de bélier. Donc moi, j'entends juste la porte se faire éclater. Et là, j'ai eu une espèce de blackout enfin, j'ai eu des images de violences policières. Et je sais plus exactement lesquelles. Mais dans ma tête, j'ai vu plein d'images de gens qui se font fracasser par les flics. Et en fait, j'ai eu une espèce de gros flip. Et ça m'a donné une énergie de dingue pour me barrer, quoi. Et en fait, j'ai commencé à courir. Donc ma petite sœur, après, elle m'avait raconté qu'elle a dû se mettre à genoux, les mains sur la tête. Et du coup, j'ai un peu abandonné ma petite sœur, je me barre. Mais bon, bref, sur le coup, c'était juste mon flip et je savais qu'il me voulait moi, pas ma petite sœur. Et du coup, je me barre par le toit. Et je saute, j'atterris chez les voisins qui sont dans leur jardin, ils me regardent comme ça. J'escalade le mur à l'arrache, je me ramasse contre le mur. Et en fait, là, je suis dans un buisson, je suis un peu caché. Et puis, et après, je traverse, j'arrive de l'autre côté du lotissement. Et là, je suis en chaussettes, au milieu de la route. Je sais pas pourquoi je marche sur la route, c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais il y a un flic en civil qui était là, il fait viens là, petit merdeux. Et il commence à me courir après. Et du coup, je revais dans une propriété, mais il me suit, il me cavale même dans la propriété privée des voisins. Du coup, je commence à atterrir dans un garage des voisins, et je veux me barrer, je veux ouvrir la porte, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Du coup, j'attends que le policier arrive, je suis contre le mur, il fait tout noir, il allume la lumière, il fait madame, c'est la police, allumez la lumière. Et là, du coup, je me laisse faire, quoi. Enfin, je suis là, il me saute dessus, et il me défonce le poignet, quoi. Mais genre vraiment, et je lui fais, mais c'est bon, là, je me laisse faire. Enfin, tu vois, c'est pas obligé de me défoncer le poignet. Ça sert à rien ce que tu fais. Il me fait, si me héros, j'aurais très bien pu te tirer dessus. Ah oui, d'accord. C'est vrai que sur le coup, c'est mieux, ouais. C'est peut-être mieux le poignet. Non, moi je l'ai pas dit, mais. Et après, t'as la porte du garage qui s'ouvre, et t'as les flics, alors, cagoulés, civils, t'as de tout, quoi. T'as la BAC, t'as la gendarmerie, t'as la police, c'est complètement ahurissant. Et t'as des unités vraiment bizarres, cagoulées, civiles, avec des armes assaut à la main, comme ça, là. Il y a le voisin qui ouvre la porte, qui découvre ce qui se passe chez lui, quoi. Puis il me dit, ça va Loïc, spontanément, ça va Loïc, tu veux un verre d'eau? Il me propose ça, quoi, alors que je suis un peu le. Du coup, ça a bien fait un blanc dans l'interpellation, ça a un peu pété aussi la grosse bulle qu'il voulait construire.
Et après, du coup, ils m'ont remis. Je raconte juste Et encore ça parce que. Ouais, Et vas-y, ça, non. c'est sur Nancy. Ça, c'est sur Nancy. Ouais. C'est à Laxou. Et là, après, ils t'ont transféré en Allemagne directement. Non, pas direct, non. Bah, du coup, de toute façon, ouais, je pense que je vais dire parce que ça va être trop long. Mais juste encore dire ça parce que j'aime beaucoup le raconter. Non, non, mais C'est vas-y. c'est quand du coup, ils m'ont ramené, je devais mettre mes chaussures parce que j'étais en chaussettes et et j'étais menotté dans le dos. Et je fais, ouais, comment je fais pour mettre mes lacets là? Et puis ils font, non, mais tu peux y arriver avec les menottes. Je vais dire, ok, vas-y, je vais essayer, ça a l'air intéressant, on peut y arriver. En fait, je peux pas parce que je suis menotté dans le dos. Et il y a ma petite sœur qui se tient à côté, du coup, debout, sous l'émotion, un peu les yeux flamboyants, mais vraiment très fort, très intègre. Enfin, hallucinant, j'ai jamais vu ma petite sœur comme ça avec une force impressionnante en elle. Et elle le dit comme ça avec force, mais enlevez-lui une note pour qu'il puisse mettre ses lacets avec une force très. Et tous les gendarmes, ils regardaient au sol, ils se sentaient mal, et ça a inversé. Alors qu'avant, ils se moquaient, quoi. Ils se moquaient de moi quand j'essayais de le faire. Et ça, c'était très fort, quoi. Et je me suis dit après, si ma petite soeur elle avait dit, mais enlevez-lui une note et laissez-le partir. Je suis sûr qu'il l'aurait peut-être fait aussi, tu vois. Mais ça, c'était. Surtout qu'ils ont défoncé la porte. Ma petite sœur, elle a dit, mais comment je fais maintenant pour fermer la porte? Je fais, non, mais on vous mettra quelque chose pour repayer la porte, machin. Moi, ils l'ont jamais fait, du coup, ça a dû être réparé sans eux. Mais elle a été traumatisée et j'ai jamais pris trop le temps d'en parler avec elle. Elle a eu du mal, par exemple, à relire la déclaration que j'avais écrite où je reparlais de tous ces événements. Elle n'arrivait pas à la lire parce que je parlais justement de ça et je pense qu'elle a eu aussi un traumatisme où j'ai pas pris trop de temps pour en parler avec elle. Elle avait quel âge, ta sœur, à ce moment-là? Elle avait 19. À chaque fois, je me trompe. Elle avait 19 ans, je crois. D'accord. Ou elle venait d'avoir 20 ans. Ouais. Je sais plus exactement. Elle a été marquée forcément par ce qui s'est passé. Enfin, surtout pour ça. Enfin, je veux dire, c'est. Surtout pour ça, quoi. Ouais. Non, et après, j'ai été transféré du coup direct à la. Bah non, d'abord, j'ai eu une garde à vue à Bar-le-Duc. À Commercy. J'ai une garde à vue à Commercy, pardon. C'est à Commercy que j'ai eu ma garde à vue. Ouais. Je me suis fait arrêter par les gendarmes de Bure. Donc c'est même pas les gendarmes de Nancy, de quoi que ce soit. Il y avait des gendarmes de Bure qui étaient là et ils ont même pris des choses, des drapeaux de Bure, des masques, machin. Enfin, en même temps qu'il y avait la perquisition sur le G20, ils prenaient des trucs à côté, quoi. Donc pour dire que c'est vraiment un espèce de truc bizarre qu'ils sont en train de construire là. Et ça sentait mauvais, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit, quoi. Enfin, ça, je pense que je peux le dire. Je pense qu'ils ont fait ça pour me faire peur, parce que je vois pas, il n'y a pas de raison de le dire. Mais ils m'ont dit, ah, c'est cool, ce procès sur le G20. Ça va bien salir ton image, et ça va bien nous servir, parce que après, quand tu vas revenir, on va te remettre en garde à vue pour Bure, machin. Donc, ils me font des menaces, quoi, là-dessus. Mais moi, je pense qu'ils ont dit ça, mais ils ont rien. Du coup, ils disent juste ça pour me faire peur, parce qu'ils avaient quelque chose, ils ne le diraient pas. Et je pense que c'est juste pour que je me barre, ou que je retourne plus là-bas, ou que je me sente mal, ou que. Mais c'était assez horrible. Et après, ouais, la prison. Mais je vais peut-être pas tout raconter dans cette vidéo parce que là, j'ai déjà pas mal raconté. Et je pense vraiment que les gens, s'ils lisent la déclaration, ils auront plus d'éléments par rapport à ce qui s'est passé dans la prison en France. Et je peux répondre à d'autres questions peut-être. Je vais la mettre en lien, je veux dire. Génial, top. Ouais, ok, cool. Ah ouais, non, je vais la mettre en lien. Et du coup, tu es resté donc 16 mois en prison. Ouais, c'est ça. Ouais. 1 mois en France. Du coup, il y a la validité du mandat d'arrêt qui est questionné. Donc là, pareil, bon, si j'étais en Suisse, je serais resté. Ici, ça aurait dit non, mais bon, on est en France, France qui suit la directive de l'Union Européenne, machin. Et du coup, ouais, je me fais amener au tribunal avec les iris cagoulés, quoi. Les iris cagoulés, c'est mastodonte, tout en noir, cagoulé aussi, arme automatique à la main, ils parlent pas, voiture blindée, vitre teintée, ils étaient 8, quoi. Et. Mais t'as l'air vachement dangereux comme ça, Loïc. Ouais, t'as vu? En plus, je suis hyper fin. Et. Non, vraiment, je suis vraiment complètement fin, quoi. Je crois que je fais 60. J'ai maigri, je fais 66 kilos maintenant. Avant, je faisais 72. Bref. Et du coup, il y avait 2 iris cagoulés jusque dans le tribunal, un à ma droite et un à ma gauche. Au moment où je parlais devant les juges, quoi. C'était juste complètement irréaliste la scène. Et là, il y a mon frère qui est pasteur qui me lance un bout de papier. Il fait Loïc. Du coup, je retourne. Il me lance un papier. J'ai le menotte, quoi. J'ai réussi à l'attraper. Et le bout de papier. Et là, du coup, il me plaque au sol les iris. Mon frère se fait éjecter de la salle. Et tout ça, ça a même été repris par l'Est républicain qui était présent et qui a vu la scène. Donc ça, c'était cool aussi qu'ils étaient là pour prouver que ça s'est vraiment passé comme ça. Et moi, je veux pas lâcher le papier, alors je le tiens fort dans mes bras parce que je veux vraiment le lire. J'y tiens, quoi. J'ai pas de contact avec ma famille. Et il m'appuie avec un espèce de truc complètement ouf là, une puissance de ouf, à un endroit qui fait trop mal sur la gorge. Et là, je crie de douleur et je lâche. Il y a tous mes nerfs qui lâchent, enfin, je sais pas quoi. Et du coup, il reprend le papier. Bon, bref, fin du truc. Je resterai 1 mois en France. Et dans le quartier arrivant en plus, donc ça fait que toutes les 2 heures, ils allument la lumière et ils vérifient si c'est toujours en vie. Donc ils regardent toutes les 2 heures. Et normalement, tu restes que quelques jours, mais moi, comme j'étais en attente de transfert, je suis resté 1 mois. Donc ça m'a pété le cerveau aussi parce que en pleine nuit, genre. En plus, ça fait du bruit, quoi. Et t'as la lumière, clac, clac. Du coup, t'es là, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tout le temps, oh, qu'est-ce qui se passe? Seulement vers la fin, j'ai commencé à m'habituer et je continue à dormir alors qu'il venait. Ça, c'est dingue. Comme quoi, on peut s'habituer un peu
Je pense que ça doit être dans mes rêves, après ça partait n'importe comment. Et ouais. Et après, donc le transfert vers l'Allemagne. Et bon, pareil, j'en parle aussi, je pense que je vais peut-être pas trop faire. Mais en gros, ouais, ils essaient de me... ça a duré longtemps le trajet, ils essaient de me poser des questions à chaque fois sur le G20, mais j'ai parlé à fond sur la permaculture. Et d'ailleurs, il y a une policière qui était très intéressée par la permaculture, qui se posait plein de questions aussi, qui trouvait ça vachement intéressant ce que je disais. Et même pendant le procès, après, quand la juge a dit, mais du coup, vous avez parlé de quoi là pendant les 8 heures, vous avez des éléments intéressants à donner là? Et elle fait, bah oui, alors on a parlé des plantes, et puis il a dit quelque chose d'intéressant. Mais ça, j'ai lu dans un livre, je sais pas si c'est vrai, c'est peut-être un peu trop ésotérique, je sais pas quoi. Mais en gros, il y en avait une qui disait que si tu mets une graine dans ta bouche, une ancienne graine, une variété de graine dans ta bouche, quelques minutes avant de la mettre dans le sol, c'est possible que la graine, vu que c'est un condensé d'informations, et que toi, tu as aussi des informations dans ta bouche avec la salive, c'est possible qu'il y ait une connexion entre les deux, ce qui fait que la plante, quand elle va grandir en t'apportant potentiellement des choses qui pourraient te guérir. Ou des choses un fruit qui serait bon parce qu'il te connaît. Bon, c'est un peu un délire peut-être un peu mystique, donc je pense pas que c'est vrai, mais je trouvais ça beau et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et du coup, la policière elle était vachement touchée, elle a raconté ça au tribunal, quoi. Elle a raconté le truc de la graine dans la bouche, machin. Elle a parlé pendant 15 minutes, tout le monde était là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était hallucinant. Et je pense que ouais, elle a été touchée par ce que j'ai pu dire sur la permaculture. Moi, j'ai toujours aimé discuter, et pas discuter sur ce que j'ai fait ou quoi que ce soit avec les policiers, mais discuter sur les idées et sur les opinions. Je pense que c'est important de discuter aussi avec eux, même si c'est vrai que c'est pas toujours évident et qu'ils veulent pas forcément discuter ou alors qu'ils font exprès de faire genre d'écouter. Mais parfois, ça peut aussi les changer et ça reste des hommes, c'est pas encore des robots, je pense. Et moi, j'en veux plus à la fonction policière, j'en veux pas forcément aux individus qui font la fonction policière. Je pense que c'est aussi une fonction, et j'en le dis dans ma déclaration, il y a une étude que j'avais découverte d'ailleurs. Il y avait quelqu'un qui me raconte ça, qui me dit ah, tu sais, il y a une étude sur les policiers, le fait de porter un uniforme, ça rend plus agressif. Je fais ah, c'est dingue, vas-y, il faut que tu me montres ça. Du coup, il m'a envoyé le lien. C'était au Canada en 1989. Et donc, ils disent que oui, en fait, quand on porte un uniforme, on est potentiellement plus agressif. Donc, pareil, ça aussi, je pense qu'une fois que tu es dans un uniforme, dans un jeu, en fait, tu vas aussi te sentir plus. Et puis, en pire, si tu as une matraque et que tu es armé et que tu as des armes. L'uniforme et le conditionnement peut amener à des choses dégueulasses, on l'a vu par le passé, hein, je veux dire. Hein, ouais, c'est ça, cette espèce de soumission aussi à l'autorité et de pas questionner. Il y a cette phrase qu'ils disent souvent, je l'avais d'ailleurs mis dans des vidéos, le truc Anonymous à l'époque, une phrase à Sivins, comme ça, au barrage de Sivins, là où Rémi Fraisse est décédé. Il y a un policier qui est là, c'était avant qu'il soit décédé, et il y a un client qui le filme comme ça et puis il dit mais qu'est-ce que vous en pensez là de détruire la vallée Vous pensez quoi de ce qui va se passer là? Détruire les maisons, les jardins, tout ça? On n'est pas là pour penser. Mais naturellement, genre voilà, je suis pas là pour penser. C'est vrai que ça c'est malheureux qu'il y en ait qui en arrivent à aller jusque-là. Je pense que c'est une bonne idée les idées qu'ils développent aux États-Unis de démanteler la police, même d'abolir la police pour aller sur d'autres alternatives, c'est très intéressant. Surtout qu'en sachant qu'en prison, parce qu'on met souvent, quand on parle de la prison, on dit souvent ouais les violeurs, les assassins, mais en fait les violeurs, les assassins, c'est moins de 5%, et encore je suis gentil quand je dis 5%, moins de 5% des gens en prison. En fait en prison, la majorité des gens, c'est des gens qui viennent des classes pauvres, et je le dis vraiment, c'est des gens, souvent des personnes racisées aussi, des personnes qui n'ont pas de papier, ou des personnes qui sont dans les quartiers populaires, pas forcément très bien intégrées à la société, quoi. Et du coup, ils volent, ils font du deal, ou il y a des choses comme ça, quoi. Mais c'est vraiment la situation dans laquelle ils vivent qui les amène. En fait, c'est pas que un choix individuel. Si c'était que un choix individuel, on aurait une proportion égale de riches et de pauvres en prison. Mais c'est pas le cas. Donc c'est bien, il y a des conditions sociales qui amènent à faire un acte. Et c'est pourquoi moi je suis plutôt que de répondre aux effets bêtement, qui fait que perpétuer le système de domination et d'oppression, bah, il faudrait aller vers les causes, les annuler les causes. Et pour annuler les causes, bah, c'est les questions d'inégalité, c'est les questions de répartition des richesses, c'est les questions de. Enfin, tout ce pourquoi on veut se battre pour rendre le monde meilleur, quoi. Et d'ailleurs, quand et dans les prisons, si ce monde ne serait pas aussi dégueulasse, enfin, je veux dire, s'il n'y aurait pas d'inégalité sociale, c'est la pauvreté qui fait monter la délinquance. Enfin, je veux dire, je pense que c'est plus à prouver. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui sont. Mais bon, ça reste encore des fois quand même à dire, parce qu'il y a des gens qui le. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'émissions à la télé, de trucs dans les médias qui te construisent un peu sur cet imaginaire de la police qui est là pour nous protéger des méchants, des délinquants. Enfin, c'est. Il y a juste à regarder sur les chaînes TNT toutes ces émissions pro-policières qui tournent. C'est hallucinant. Et c'est pire en Allemagne. Hein. Ça, c'est une grande différence. Les policiers allemands, même, ils parlent plein de fois à la télévision. Oui, alors il s'est passé ça aujourd'hui, il s'est passé ça. C'est quelqu'un très bien habillé, très bien, qui parle très très bien. Et vraiment, il joue beaucoup plus sur l'image et la propagande en Allemagne vis-à-vis de la police. Quoi. Ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'en Allemagne, il y a moins de critiques vis-à-vis de la police et plus une confiance envers l'institution policière. Je sais pas, c'est une théorie que j'ai, mais ils travaillent beaucoup sur leur image. T'as vu, en France, ils commencent à travailler sur leur image. Je sais pas si t'as vu, ils commencent à distribuer des bonbons, les policiers français.
Ah bon? J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Non. Ça fait quelques jours, là, il y a quelques vidéos qui tournent pour redorer, on va dire, l'image. C'est bizarre. Ils font des tournées avec des bonbons pour distribuer des bonbons aux gosses en pleine rue. En plus, ils distribuent aux gosses, quoi. Donc c'est vraiment... Parce que ça, c'est souvent le truc des... Quelqu'un qui te donne un bonbon quand t'es gosse, faut plutôt faire attention. Ils sont choisis. Il y en a même certains qui mettent de la musique, ils mettent la musique à fond dans leur camion avec la musique des Bisounours. Et ça fait quelques jours. Ok, d'accord. Le problème, c'est qu'ils sont tellement ternis en France là, depuis quelques temps. Il y a tellement de problèmes, on va dire, avec le racisme dans la police. Hein. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu en Allemagne, mais il y a deux grosses pages, on va dire, Internet qui ont été mises à jour avec 8000 policiers qui étaient présents sur ces pages et ces groupes Facebook, Ah si, j'avais entendu, ouais. avec des messages de haine, je veux dire, plus ou moins néo-nazis pour certains, que maintenant ils ont besoin de se redorer, on va dire, redorer leur image. Et c'est vrai que c'est dingue. Et là, tous les jours en France, à l'heure actuelle, tu as des manifestations policières. Bon, illégales, hein, parce qu'ils ne déclarent pas, hein, forcément, ils sont au-dessus des lois. Mais des policiers qui jettent les menottes par terre, qui pleurent, on va dire. Hein. Nous, on en joue un petit peu en France, hein, en tant que militants, hein, mais qui vont revendiquer le droit de pouvoir étrangler les gens, qui vont revendiquer le droit, qui vont dire qu'ils ne sont pas racistes, etc., etc. Et là, ça fait 15 jours, 3 semaines que c'est ça en permanence en France. La police essaie de dorer leur image. Ouais. Et du coup, ils peuvent manifester, il n'y a pas de truc, parce que le confinement, là. Alors là, à l'heure actuelle, on peut manifester depuis un peu plus d'une semaine. Okay. On peut continuer à manifester en dessous de 5000 personnes. Ah, ok, d'accord. Maintenant, bien entendu, en France, tu sais, il faut une déclaration, il faut une demande d'autorisation pour manifester aussi, du coup. Ah en fait, en France, si tu préfères, lorsque tu fais une manifestation, il faut demander une autorisation à la préfecture. Oui, si, ça je m'en souviens quand même encore. Ouais. Ça, tu dois faire ça. Sauf qu'eux ne le font pas. Hein, bien entendu, c'est manifestation sauvage sur manifestation sauvage. Tu es de Nancy, hein, il y a 15 jours, ils ont manifesté Plastane. À 22h30, ils ont amené leur camion alors que c'est interdit de circuler Plastane. Ils ont amené leur fourgonnette Plastane. Ils étaient une cinquantaine à acheter leurs menottes par terre et à faire leur cinéma. Enfin voilà, c'est. Alors, c'est sûr, c'est l'humain qui est derrière. Hein. C'est l'humain qui parle. Comme quoi, ils en ont ras-le-bol. Hein. L'année dernière, il y a eu une cinquantaine de policiers qui sont suicidés, je crois. Mais c'est l'institution policière, c'est l'État en lui-même qui pose problème, à mon sens. Et je pense qu'on se rejoint là-dessus, tous les deux. C'est derrière chaque flic, il y a un être humain qui est conditionné par l'uniforme, par ses collègues. Comme je l'écris souvent hein, sur Média Jaune, parce que bon, on n'est pas en guerre avec la police, mais il faut savoir dénoncer quand ça va pas, il faut savoir dire c'est bien quand ça se passe bien. Mais il suffit d'une pomme pourrie pour gangréner les collègues. Et c'est malheureux. Mais à l'heure actuelle, oui, en France, ils sont en train de redorer justement leur image. Okay, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant à voir. Ce qu'on demande, c'est une réforme de la police hein, en France hein, et de la justice. C'est vrai que là-dessus, je serais... Bon, après, on pourra en rediscuter, mais moi, je pense qu'on pourrait même aller encore plus loin, parce que quand je vois, par exemple, quand on voit ce qui se passe aussi aux États-Unis avec Seattle, ou à d'autres endroits où ils font des zones carrément sans police, d'expérimentation. Et ça, je trouve, c'est aussi intéressant. Et c'est ce qui s'est passé sur les ZAD. Et moi, je les ai vécues, ces choses-là aussi, sur les ZAD. Je me suis un peu dû passer là-bas. Donc, j'ai aussi vu que c'est possible de le faire. Bon, il y a aussi c'est pas évident, hein, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux que le fait d'avoir une police, et encore une fois, avec les uniformes aussi. Mais par exemple, aussi, au Mexique, je sais que suite à la disparition des étudiants, enfin, c'était il y a quelques années là, tu avais tout un quart d'étudiants qui s'étaient fait tuer en lien avec la drogue, des criminels de la drogue qui ont été appelés par la police pour tuer ces gens-là, quoi, ces étudiants. Une grosse révolte, et des gens qui virent tous les policiers quoi, de leur ville, quoi. Et du coup, ils organisent un peu plus une sorte de patrouille par eux-mêmes, où c'est pas les mêmes personnes tout le temps, c'est-à-dire ça change, et c'est beaucoup moins sur le côté policier, métier, et surtout ils posent beaucoup plus de questions aussi. Il y a tout ici les tribunaux qui sont plus forcément des tribunaux, mais plus des manières de régler les conflits de manière différente, alternative. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces sujets-là, je pense qu'il y a pas forcément une solution, mais je pense qu'il y en a des milliers d'expérimentations. Et peut-être pas juste se dire il y en aura une ou il y a un truc qu'il faudrait faire. Mais après, c'est vrai, quand tu dis réforme, en Angleterre, je crois qu'il y a un organisme indépendant, OCPE,
IP, je crois, je sais plus. C'est un truc indépendant qui est carrément le truc de la police secrète. Enfin, ils ont accès à plein de choses du renseignement et ils condamnent les policiers aussi qui sont violents, quoi. Mais donc ça, oui, ça c'est le côté, ce serait un truc réformiste pour moi. Chose qu'il n'y a pas en Allemagne ni en France. Mais après, pour moi, vraiment, et je tiens quand même à cette idée-là, je pense vraiment qu'on peut aller au-delà. Et ce que je trouve un tout petit peu parfois dommage avec le réformisme, c'est qu'en fait, on ne va pas s'attaquer à la racine des problèmes et on va aller vers un tout petit peu mieux dans le pire. Et moi, je pense qu'on peut essayer d'oser se faire ce petit pas plus grand vers l'utopie. Et je pense qu'il faut reconnaître, c'est vrai que une fois que tu es policier et que tu vis plein de situations de ouf où tu as failli te faire tuer dans des scènes de machin, mais en fait, c'est pourquoi cette scène elle se réalise, pourquoi tu te retrouves à devoir aller vers telle personne qui fait de la drogue. En fait, pourquoi cette situation est née? Il aurait pu se passer que cette scène n'existe pas en fait. Il y a plein d'autres civilisations qui existaient sur cette planète, il y a plein d'autres modes de vie, il y a plein d'autres sociétés. Il n'y a pas toujours ces problèmes-là, il n'y avait pas toujours ces manières de vivre là. Donc en fait, la situation que tu connais en tant que policier, bah oui, mais elle peut ne pas exister aussi. Et en fait, c'est peut-être ça aussi que les policiers ne comprennent pas quand on leur dit on pourrait y arriver sans police, parce que tu te dis ouais, non, mais c'est qui va. Attendez, quand même, on vous protège de ci, de ça, de machin. Donc c'est aussi quelque chose peut-être à dire dans l'imaginaire que y a. Après, on est sur des trucs d'utopie là, ça y est. Ouais, non, mais je partage ton opinion, donc je peux pas le contredire. Et du coup, pour revenir sur Hambourg, Ouais. repasser en procès, tu es passé 70 fois, c'est écrit. C'est ça, ouais, à peu près. Ouais. Ça a commencé du coup en décembre 2018, comme j'ai dit, après une audience par semaine. Enfin, c'est ahurissant. Et bon, il y avait aussi des problèmes parce que ça a duré longtemps, parce qu'il y a des documents policiers qui étaient faux. Donc, par exemple, tu as des témoins qui vont dire quelque chose et la police signe. Genre, oui, ce témoin a dit ça. Du coup, les témoins sont venus au procès pour dire. Les juges ont posé des questions. Du coup, c'est vrai, vous avez dit ça, que les gens se sont déplacés à tel endroit, à partir de cet endroit, qu'ils ont cassé ça, qu'ils ont fait ça. Et là, la personne dit dans le tribunal, ah non, pas du tout. Moi, j'ai jamais dit ça. D'ailleurs, j'étais même pas là. Et j'ai jamais dit ça. J'ai jamais signé quoi que ce soit. À plusieurs reprises, c'est arrivé ça. Hein. Vraiment, mensonges policiers qui ont été mis en lumière. Ça, c'était assez ouf. Et bon, après, ça a un peu changé. Finalement, je trouvais qu'il y avait un peu moins la volonté d'aller dans le fond. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un procès qui est sous grosse pression aussi politique et médiatique. Donc, je pense que c'est assez dur de faire un travail indépendant dans ces conditions-là. Et surtout de rester dans des peines un peu qui ressortiraient de l'exemple ou qui resteraient plus dans des choses. Enfin, il y a beaucoup une volonté de passer un cap, en fait, dans la répression des manifestations. Et ouais, faire peur. Tu vois, la peine qui est requise contre toi, c'est 4 ans et 9 mois de prison. Ouais, 4 ans et 9 mois de prison, c'est complètement dingue. J'arrive pas à réaliser encore. Pour résumer, pour avoir jeté 2 bouteilles de bière, car tu étais énervé, que tu avais vu une scène vraiment dégueulasse. 2 pierres sur un canon à eau et un pétard dans une banque. 2 pierres sur un canon à eau et encore blindé. Un pétard sur une banque, c'est encore une fois à vérifier ce truc-là. C'est raison de procédure, donc on peut s'exprimer là-dessus, mais il y a un pétard dans une banque, enfin, je veux dire, c'est pas un cocktail Molotov non plus. Quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est ça qui est très important, c'est que dans ce procès, aucune personne n'est accusée d'avoir blessé personnellement quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été, il n'y a pas de gens blessés en fait. Et du coup, ça c'est un point hyper important. Donc comment on en arrive à des peines de prison aussi dingues pour ça? Tu te tiens à un moment donné. Et ça c'est aussi la construction qu'ils font. C'est une narration. Et je pense que ça peut arriver aussi en France. C'est peut-être pour ça que ça prend autant de temps. C'est qu'ils préparent aussi peut-être une narration criminalisatrice, c'est-à-dire de criminalisation dans les médias. C'est très important de faire ce qu'on fait et que j'espère que ces vidéos seront partagées et vues. Et mais déjà qu'on n'en parle pas autant, et enfin pour moi il y a quelque chose qui va pas. Et comme je t'ai dit, il n'y avait pas de médias pour le plaidoyer de mes avocats. C'est quand même dingue quoi. Il n'y a pas eu de relais d'information de ce que mes avocats ont dit dans un procès qui est aussi important, qui est relayé nationalement en Allemagne. Il n'y a même pas un journaliste qui est foutu de venir pour prendre le point de vue des avocats quoi. Enfin je veux dire, non c'est le procureur et c'est la fin. Donc c'est suivi nationalement en Allemagne, ton procès est suivi nationalement en Allemagne. Ouais. Et en fait j'ai eu la chance de pouvoir faire ma déclaration avec un peu de médias qui étaient là, parce que du coup le procès était à huis clos. Ah oui ça aussi il faut le dire. C'est-à-dire que le procès était à huis clos depuis le début. En gros la juge a dit que c'était pour l'éducation des accusés, parce que les accusés sont mineurs, et pour l'éducation des accusés il faut que ça soit à huis clos, parce que s'il y a du soutien dans la salle qui applaudit, voilà, ils vont pas être dans un truc d'éducation, de remise en question de même, machin, tout ça. Du coup huis clos, genre pas de médias, rien. Pendant tout ce temps ce procès il est à huis clos. Et je pensais raconter des trucs du huis clos, mais je pense que je vais plutôt les raconter après le procès, ça paraît plus intéressant à faire, vu que j'ai pas forcément le droit d'en parler. Et du coup, oui, le procès il redevient public, et moi j'ai dit que je ferai une déclaration quand le procès sera public. Donc ça mettait aussi un peu la pression, quoi, pour remettre en public le procès, quoi. Et il faut le remettre en public. Hein.
Si je me trompe pas, tu passes c'est le 10 juillet, je crois. C'est le 10 juillet, ouais. Mais c'était déjà, là, ça a été ça a été public, le procès, depuis déjà 2-3 audiences, là. En fait, depuis le début juin. C'est là où j'ai pu faire ma déclaration en public. Et du coup, le moment où je fais ma déclaration, c'était prévu à 9h15 que ça soit public. Je sais plus c'était quelle date. Et là, le procureur, il demande à ce que les médias, qu'ils soient pas publics le procès, et que je parle sans public, en fait. Et après seulement, quand c'est lui qui parle, c'est avec le public. Il demande ça, quoi. Donc il fait pression sur la juge. Donc ça prend un peu de temps, machin. Finalement, les juges, ils disent non, bah non, on va mettre public. Non, il fait sa déclaration en public. Et du coup, en fait, il y avait plein de médias qui étaient là aussi, mais ils pensaient que c'était parce que c'était le procureur qui allait parler. Genre la veille, ils ont dit plaidoyer du procureur attendu, machin, tout ça. Et du coup, j'ai parlé à la place un peu du procureur, du coup, les médias, ils avaient plus rien parce que ça parlait longtemps, le temps de traduire et de faire le truc. Et le procureur, il avait plus le temps de parler. Et du coup, en fait, les médias, ils avaient plus rien. Et il y a même des médias, pour te dire, à tel point, il y a un média NDR qui a relié que le plaidoyer du procureur a été reporté. Voilà. Ils n'ont même pas parlé du fait que j'ai dit quelque chose. Heureusement, il y a d'autres médias qui ont repris un peu mes arguments, quoi. Mais il y en a qui sont restés sur des trucs très chocs ou sensationnels, genre les dégâts moins chers que la malbouffe. Il y a plein qui ont aimé ça dans les médias allemands. Genre où j'ai fait la comparaison à la fin de ma déclaration en disant que en fait, il faudrait 5500 manifestations toute l'année en un an. Pour égaler les dégâts matériels pour égaler les dégâts de la malbouffe en France, juste en France. Donc si tu fais en France, en Allemagne, 11 000 manifestations. Enfin, j'ai fait un petit comparaison pour expliquer qu'en fait, vous faites trop de trucs sur les dégâts tout le temps, vous parlez tout le temps des dégâts économiques, mais il y a des dégâts économiques aussi dans d'autres endroits, dans l'agroalimentaire, enfin les gros puissants qui nous empoisonnent en fait, et ces gens-là, faudrait aussi peut-être un petit peu leur faire des pressions dessus ou des procès si c'est une question d'argent. Donc bref, il y a un petit peu un truc au niveau médiatique qui est pas très clair sur ce procès. Et surtout, aucun média n'a relié ma déclaration. Enfin, je veux dire, je prends la peine de lire une déclaration. Et limite, les gens, ce qu'ils disent juste dans les grands médias, c'est il pleure, il crie parfois. Alors, j'ai pas crié, déjà. Il crie même parfois. Il est prêt à crier ou quelque chose comme ça. Genre, pas crier, mais pas loin de crier, quoi. C'est aussi pour construire une image de moi complètement hystérique, je pense. Alors qu'en fait, j'ai failli pleurer plusieurs fois parce que c'était hyper sur l'émotion pour moi de pouvoir raconter tout ce que j'ai dit dans cette déclaration. Et ça m'a fait aussi un bien fou de pouvoir le dire. Ça m'a fait genre une thérapie. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux d'avoir pu dire ce que j'ai vécu. Parce que quand tu peux pas le dire, quand tu peux pas l'exprimer, quand t'as pas la force de pouvoir l'exprimer, c'est très grave en fait. Et j'encourage vraiment les gens qui ont subi, quelles que soient les violences qu'ils ont subies, quelles que soient les oppressions, à témoigner en fait, à le dire publiquement et à le raconter, sans avoir peur. Parce que c'est une thérapie, et c'est important de le faire. Et c'est une manière de gagner, de mettre en lumière l'obscurité qu'on a reçue. Et ça l'a détruit. Ça c'est vraiment un truc, je me sentis beaucoup mieux quand j'avais pu le dire. Et je me sens beaucoup plus en paix aussi maintenant. Je suis content d'avoir pu faire cette déclaration. Je sais que les gens qui veulent la lire, ils la liront. Mais en tout cas, voilà, du coup, les médias aucun média allemand n'a relayé, à part les médias un peu militants, qui ont repris complètement la déclaration traduite. Mais les grands médias, il n'y a aucun qui s'est foutu, qui est foutu de juste mettre un lien intégré en disant voilà, si vous voulez vous faire un avis, on n'est pas d'accord forcément avec ce qu'il écrit, mais si vous voulez vous faire un avis, voilà ce qu'il a dit. Vous pouvez le retrouver ici. On est à l'heure d'internet, on peut faire ça. Il y a une volonté de rester dans un truc clac. Et du coup, t'as plein de gens qui commentent les articles de presse en Allemagne en mode. Enfin, il y en a plein. Une partie qui disent faut mettre plus, c'est qui se guignole, machin, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, des gens qui se permettent de juger avec le point de vue des médias. Et j'avais partagé ça aussi dans le média. Pourquoi je choisis la cavale sur Mediapart. J'ai fait une petite comparaison. On voyait en gros le G20, il disait le romantisme, le romantisme. Attends, je vais le retrouver très rapidement. J'ai choisi la cavale. Désolé, c'est un petit truc. Ouais, pas de souci. Mais j'ai pas mal de messages qui sont arrivés en perso en disant ouais, ce serait bien de contacter Loïc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Et je trouve ça génial, quoi. En l'espace d'une journée, d'avoir pas mal de personnes qui m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, quoi. Alors je me dis bon, le meilleur moyen, c'est lui envoyer un petit message, quoi. Si vous prenez 5 minutes ou même partager. Pour moi, c'est partager et essayer d'en parler autour de vous, en fait. Pour moi, c'est le meilleur truc qu'on peut faire parce que j'ai voulu aussi, dans cette déclaration, j'ai aussi voulu faire passer un message, en fait. J'ai pris la peine de le dire. C'est pas pour le tribunal que je l'ai dit. Je l'ai dit un peu pour le tribunal, mais quasiment pas. Je l'ai beaucoup dit pour les gens. Et j'essaie vraiment de faire une analyse en fait aussi de la société actuelle pour essayer de comprendre dans les illusions dans lesquelles on est bloqué et essayer de les démonter petit à petit. Et là, je prépare une autre déclaration qui va être assez longue aussi, je pense, où je vais essayer de partir sur plein d'autres thèmes que j'en parle un peu à la fin de la déclaration. Mais c'est pas fini. Ouais. Je voudrais juste retrouver le truc, juste pour te dire. Ouais, du coup, c'est un magazine Welt d'Allemagne qui titre par rapport aux manifestants d'Hambourg. Donc avec quelqu'un qui jette une pierre sur un policier, quoi, c'est une photo. Genre, c'est titré La romantisation du terrorisme de gauche doit cesser. Et t'as la même scène, le même article au Venezuela, et avec une femme qui jette un projectile sur la police. Et c'est titré Elle est la plus belle protestataire du Venezuela. Ouais, en fait, tu vois, et ça en fait c'est comment les médias, pour un même fait, un jet de pierre sur les forces de l'ordre,
comment en fait il légitime dans un sens ou il le délégitime dans un sens. Et les médias sont vraiment créateurs d'opinion. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les médias. Et voilà, ouais, c'était ce que je voulais dire. Mais sinon, après, moi, je suis pas partisan de Venezuela. Ça, si je voulais le dire, c'est un point. Je suis pas d'accord avec ce qui se passe au Venezuela et je suis plus pour une société autonome, décentralisée, et pas du tout sur un truc communiste autoritaire. Voilà, ça, c'est un point à préciser aussi. C'est pas aussi binaire que ce que les médias pourraient construire. Et du coup, tu passes. Excuse-moi. Du coup, tu passes donc le 10 juillet. Ouais. Donc, audience publique, comme tu viens de le dire. En bourse, c'est à combien de kilomètres de. 700 km, je dirais, de Nancy. Et du coup, il y a un risque, parce que c'est ce que le procureur demande, qu'il veut que je retourne en prison tout de suite. Du coup, il y a un risque que je retourne en prison juste après le 10 juillet, quoi. Et je sais pas pour combien de temps, quoi. Sachant que même si les juges ne suivent pas, et qu'ils mettent 3 ans, ou je sais pas, il faudra peut-être quand même que j'y retourne un peu. Et le pire, c'est que le procureur qui n'aime pas le juge, parce que du coup, eux, ils ont un peu un problème. Ils ont un combat entre le procureur et la juge. Le procureur, il veut te rendre responsable de tout ce qui s'est passé dans la manifestation, même si ce que t'as pas fait, mais il veut aussi te rendre responsable une fois que t'as quitté la manifestation. C'est-à-dire, tu pars, et il se passe des choses après une fois que t'es parti, t'es aussi responsable. Donc ça, c'est la considération encore plus ouf de... Alors que la juge, elle veut dire que t'es responsable seulement au moment où t'es présent sur la manifestation de ce qui s'est passé à côté. Bon, moi, je suis complètement contre même de juste me dire que je suis responsable d'un acte d'un autre parce que je suis pas dans sa tête et je veux pas le contrôler et je le connais pas. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut vraiment dénoncer. Et du coup, il a plusieurs fois fait des demandes pour essayer de casser ce tribunal. C'est assez impressionnant pour que ce soit un autre juge qui s'en occupe. Et c'est quand même une juge aussi qui est, enfin, bon, je vais pas trop dire de choses dessus, mais elle est plutôt un peu dans un travail assez indépendant. C'est pour ça qu'au début, ce que j'ai dit dans la vidéo, qu'elle critiquait beaucoup les policiers, c'est de trouver les mensonges aussi, de recherche un peu de la vérité. Ça, c'est vrai que c'est un côté que j'ai jamais vu, à vrai dire, dans les procès, tribunal. Pour autant, j'aime pas les tribunaux. C'est pas pour autant que je vais dire que maintenant, je suis tombé amoureux des tribunaux. Mais je dois dire que j'étais quand même assez étonné. Et du coup, il y a pas mal de pression aussi, d'un peu de la scène conservatrice, enfin plus droite conservatrice, qui font une grosse pression sur ce procès pour essayer de le détruire. Et du coup, tous les cas, il y aura un appel du procureur, probablement. Ce qui fait qu'il y aura un autre procès, probablement pas aussi long. Et du coup, si c'est le cas et que je suis en prison et qu'il y a l'appel, il faudra que j'attende l'appel qui peut prendre jusqu'à 1 an. Et du coup, moi, ça me ferait vraiment chier parce que là, j'ai prévu de. Enfin, ça fait longtemps que je voulais passer du temps avec mes parents et je leur ai écrit plusieurs fois que j'aimerais trop passer des vacances avec eux quand tout sera fini. Et du coup, là, coronavirus, c'est fini, on peut se déplacer, on peut quitter la frontière. Et on a prévu d'aller en vacances à la mer. Bon, je sais qu'il y a plein de gens qui vont à la mer, c'est un peu bête que tout le monde aille à la mer, mais moi j'aime beaucoup la mer et les vagues. Et j'ai prévu d'y aller juste après le procès et ça me ferait vraiment de la peine de ne pas pouvoir le faire. Et du coup, tu souhaites qu'il y ait J'ai oublié de te montrer un truc. Oui, vas-y, pose la question déjà. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un peu de monde. Il y a un peu de copains qui vont arriver, des amis que je connais. Mais c'est loin aussi. Donc je pense qu'il y en a plein qui vont pas venir et je me sens pas mal ou je vais pas être mécontent s'il y a plein de gens qui viennent pas, que je connais. Ces choses-là, ça me fait beaucoup d'énergie. Moi, ça m'a. Enfin bon, après, c'était aussi la prison, mais c'est. Mais d'un autre côté aussi, ça te donne de la force parce que tu sais que c'est complètement dingue et démesuré et que surtout, c'est pas du tout un dialogue en fait. C'est pas du tout. Moi, on m'a rien appris en prison qui m'a embelli mon âme ou qui m'a rendu meilleur. Ou en fait, on m'a juste donné de l'énergie négative constamment. Et ça, juste le dire, en fait, c'est juste hallucinant. Mais genre, quand t'arrives là-bas en prison en Allemagne, là où j'étais, c'est un truc de détention provisoire UHA. Et genre, j'arrive et le premier mois, j'ai que mon caleçon. J'ai pas d'affaires de rechange. J'ai que mes habits sur moi. Du coup, il y a que 2 douches par semaine, 6h45 du matin, qui sont une douche collective avec plein de gens, tous les gens de ton étage, et t'as que 4 douches, et puis il faut passer, il faut tourner avec tout le monde qui est dans la. Enfin, c'est un peu serré quoi. Du coup, tu dois laver ton caleçon dans la douche. Tu peux pas le remettre parce qu'il est mouillé. Donc tu remets tes habits qui sont dans qui deviennent un peu crades parce que ça fait un mois que t'as les mêmes. Et tu dois le faire sécher dans ta cellule et après seulement tu peux le mettre. Et genre, c'est une cellule où je suis resté. Ces 4 premiers mois, je suis resté comme ça, hein, c'est horrible. T'es enfermé 23 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ta cellule. Une cellule de 2 mètres sur 4 mètres de long. Tu pètes les plombs. En plus, tu galères à avoir des livres au début. Moi, j'ai pris 2-3 mois pour commencer à avoir mes livres. T'as qu'une heure de balade. Et en fait, c'est juste. C'est horrible. T'as des gens qui pètent des plombs, t'entends souvent des gens qui crient, qui craquent, qui tapent sur les murs. Et du coup, mes parents, au bout d'un mois, j'ai reçu mes affaires, j'ai reçu mes caleçons à force de demander à fond.
Et j'ai commencé à les distribuer du coup en balade, parce que tout le monde a un seul caleçon ici. Et du coup, je les ai distribués et j'avais la renommée d'être celui qui donne les caleçons, quoi. Genre, on me donnait, ah vas-y, t'as pas un caleçon? Du coup, j'ai sorti de la poche, je fais, ouais, vas-y, tiens. Et ça me donnait de l'énergie, ça c'est ouf. Ça, je voudrais vraiment le dire aussi, ça c'est. Ça me faisait vraiment du bien en fait de pouvoir aider les gens en prison. Et c'est un truc de fou, comment on le remarque pas, mais en fait, je pense on a besoin de ça. On a besoin d'être avec les autres et on a besoin de s'entraider entre nous. On a besoin de sentir quelque chose, de l'humanité en fait. Et il y avait cette phrase qui est écrite dans un mur, sur un mur de la prison. When you help someone, you help yourself. Quand tu aides quelqu'un, tu t'aides toi-même. Et enfin, elle est hyper puissante cette phrase. Et en fait, une manière aussi de moi qui m'a permis d'aider, de survivre en incarcération, c'est ça en fait, c'est de pouvoir aider les autres, d'être à l'écoute des autres, les rencontrer. Et ce qui m'a aussi permis de rencontrer des gens de très pauvres, ça c'est ce que en fait, il y a des gens vraiment qui ont des vies de dingue, des sans-papiers, ou des gens qui sont, genre il y avait un Roumain qui était en prison parce qu'il avait, c'était la 4e fois qu'il volait un pull. Pour le revendre après parce qu'il avait pas de fric et il a pas de travail non plus. Enfin, il y a plein de gens qui peuvent même pas avoir l'opportunité de travailler. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plusieurs fois, même dans la vie avant que j'étais en prison, j'essaie de discuter des fois avec les gens un peu pauvres ou les gens des quartiers, machin. Mais tu sais, il y a toujours un truc un peu où ça passe pas trop. Genre, toi, t'habites pas du quartier, puis tu viens d'une classe un peu plus, je sais pas. Enfin, moi, mes parents sont professeurs, donc ensuite t'as un peu un truc que la société t'inculque, une image que la société te renvoie, quoi. Et eux, ils sont assignés un peu à ce truc de quartier. Moi, je suis assigné à autre chose. Et du coup, c'est dur de se rencontrer, même si tu veux. Et en prison, ce qui est cool, c'est que tu as la même image de quelqu'un qui sert à rien, qui vaut plus rien. T'es une image de détenu, quoi. Et du coup, c'est une définition commune de tout le monde. Et là, ça crée un espace, une situation en fait. Ça crée une situation où on peut se rencontrer. Et j'ai pu faire des discussions, des rencontres. Mais alors, souvent on parlait en anglais, on parlait des fois avec des mots qu'on inventait parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Tellement il y a des gens. Attends, juste te dire. Du coup, il y en avait qui venaient du Mexique, de Barcelone, du Chili, de Pologne, d'Afghanistan, et je crois, oui, d'Albanie, et un Roumain du coup aussi. Enfin bref, des gens qui viennent de un peu partout, et j'ai jamais rencontré autant de personnes internationalement en prison en Allemagne. J'avais juste 2 Allemands dans mon étage, on était 12. Et là après du coup ça c'est l'étage où j'avais changé après les 4 mois où j'étais enfermé 23h sur 24. Là j'avais 3 heures d'ouverture l'après-midi. On pouvait même faire des jeux de société. Ah trop bien, j'y repense, attends. Là c'est des plateaux de risque que j'ai fait en prison. D'accord. Je l'ai récupéré. Et ça c'est un plateau, si tu veux, pour faire une partie. On a joué dessus, on était 9. Et je faisais des figurines. Attends, je vais parler après parce que là tu m'entends peut-être pas bien. Si, je t'entends, il n'y a pas de souci. Et c'est sur des boîtes de Kellogg's que parce que tu peux, au bout d'un moment, quand tu étais dans des cellules après 4 mois, tu peux acheter de la nourriture. Genre des trucs pour le petit déjeuner ou tu peux cuisiner des choses aussi. Et du coup, ça c'en est un autre.